Donc on sera sur l'hebdo de l'investisseur gaming, le numéro 20, et c'est en direct de l'E3. Donc on va faire une petite parenthèse, je vais expliquer maintenant un peu ce que c'est que l'E3 pour ceux qui ne savent pas, hein. Comme ça fera un peu de temps aussi avant les 35 et ça laisse du temps aux gens pour arriver. L'E3 c'est un peu c'est la messe du gaming, quoi. C'est là où c'est le plus grand salon de jeux vidéo. Il y en a allez 2-3 dans le monde, hein, de grands salons. Vous avez l'E3, vous avez le Tokyo Game Show, et vous avez un peu des autres salons, mais les deux principaux sont ceux-là. Après vous en avez pas mal d'autres, mais ils sont quand même beaucoup plus petits, beaucoup plus petits. Donc voilà. Donc vraiment là on est sur une semaine très importante pour l'univers du jeu vidéo, avec qui a débuté entre guillemets vendredi soir. Et là tous les jours vous avez des news très importantes, hein. Et vous avez énormément de choses qui vont se dire dans l'univers en ce moment, hein. Il y a beaucoup d'acteurs qui vont annoncer des jeux, annoncer des partenariats, annoncer des ambitions, ce genre de choses, parce que c'est un moment où le marché est très à l'écoute, hein. C'est un peu comme quand vous avez le CES de Las Vegas avec les télés, ce genre de choses, ou le MWC, le Mobile World Congress avec les mobiles, ce genre de choses. C'est des congrès assez importants à regarder parce que c'est là que se situent les annonces. Et c'est des choses assez intéressantes. Parfois c'est intéressant de les jouer en bourse. Après moi j'ai du mal à jouer juste les événements comme ça. Je trouve que c'est assez dangereux de jouer juste les événements. Alors je sais qu'il y a des stratégies comme ça qui se jouent. Vous allez acheter voilà, des équipements de chez téléphonique avant le Mobile World Congress, des équipements digital avant le CES, ce genre de choses, en attendant des annonces. C'est on va chercher du gain de quelques pourcents, hein, entre guillemets. Donc pour moi, c'est pas du tout dans ma philosophie d'investisseur. Après, ça vous montre un peu que avec cette philosophie d'aller chercher des informations, ce genre de choses, on peut créer de la valeur rapidement comme on peut en créer à très long terme, en comprenant mieux la société. Donc ça, après, c'est à vous de... Enfin, les deux optiques sont jouables. Il y en a qui jouent le trading avec les informations, il y en a d'autres qui jouent vraiment la compréhension de ces informations. Allez, du coup, on va y aller. Donc, comme d'habitude, hein, le petit avant-propos. Donc, tout ce qui est dit ici, c'est absolument pas des conseils d'achat ou de vente, hein. Et globalement, tout ce qu'on dit chez Chronique Agora, c'est pas des conseils d'achat ou de vente, hein. C'est vraiment des rédactions. On réfléchit, on vous donne notre opinion et ça doit pas être pris comme un conseil. Et si vous voulez investir dans une société, voilà, qui est citée ici, on vous conseille de prendre conseil auprès d'un conseiller agréé par l'AMF. Voilà. Ou un courtier indépendant. Voilà. On y va. Donc là, bah, du coup, vous avez le planning, hein, pour, de cette semaine de 3. Donc vous voyez que ça commence le jeudi, mais entre guillemets, c'est le pré-show. Le vendredi, vous avez quelques trucs. Et là, ce week-end, on a eu du coup le Ubisoft Forward. Donc il faut savoir que d'habitude, c'est des choses qui sont en physique. Et cette année, c'est full digital à cause du Covid. Donc voilà. Donc vous avez l'Ubisoft Forward qui a eu lieu. Après vous avez eu le show Devolver. Vous avez eu un show Gearbox qui est assez nouveau. Ça fait quelques années qu'il est là, mais c'est un petit show. Vous avez eu le show Xbox, le show Square Enix, le show Warner Game et le PC Game Show. PC Game Show c'est un show un peu plus global, on va dire, hein. C'est un peu différent. Et aujourd'hui, du coup, à partir de 19h30, vous aurez le show de Take-Two. À 23h, vous aurez le show de Capcom. Demain, on aura un show très attendu, c'est le show de Nintendo, qui est vraiment un show assez attendu. Voilà. Vous aurez après le soir Bandai Namco. Et vous avez jeudi Electronic Arts, mais ils n'ont pas encore donné la date exacte. Ça sera sûrement vers 20h, mais j'ai pas encore l'heure exacte, hein, du show. Voilà. Donc, on va commencer par Microsoft. Donc, Microsoft a fait un show, généralement, voilà, à l'E3, quand il y a des shows comme ça, on les classe. Pour le moment, je dirais que le show de Microsoft est quand même le plus solide des shows qu'il y a eu actuellement pour plusieurs raisons. Donc déjà, ils annoncent du lourd. Déjà, ils ont réussi
à s'accaparer la licence Pirates des Caraïbes pour en faire une extension de leur jeu online Sea of the Thieves, qui est un jeu de pirates où vous êtes dans un bateau pirate et vous vous battez, vous allez chercher des trésors. Et voilà, c'est un genre de MMO. On va pas dire. C'est pas tout à fait un MMO, mais c'est un jeu multijoueur. C'est les nouveaux types de jeux multijoueurs. Voilà. Qui n'ont de sens qu'en multi, même si vous pouvez y jouer en solo, mais ça a assez peu de sens. Donc ça c'est intéressant parce que ça montre que du coup ils ont été capables d'aller chercher la licence chez Disney. Ça vous montre aussi que chez Disney il y a une ouverture à tous les studios parce que comme je vous l'avais dit, avant Star Wars c'était une licence qui était quasiment éditée avec des jeux édités quasiment exclusivement soit par LucasArts Gaming, soit par EA Games. Et il n'y avait personne d'autre. Et cette année, ils nous ont annoncé qu'ils allaient faire un jeu avec Ubisoft. Donc ça vous montre que vraiment la vision de Disney dans le gaming, c'est une nouvelle vision. On en parlera un peu plus en détail après. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'ouvre aux autres studios. Ce qui est intéressant là, encore une fois, c'est que pour le détenteur du Game Pass ou pour celui qui a déjà acheté Sea of Thieves, c'est une mise à jour qui sera entièrement gratuite. C'est-à-dire, entre guillemets, l'extension Pirates des Caraïbes, vous l'aurez gratuitement. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est de faire rester des joueurs, de pousser du coup à acheter le Game Pass. Parce que le but de Microsoft, c'était vraiment que vous achetiez le Game Pass. Et tout au long de la conf, ils ont mis en avant ce Game Pass comme assez rarement avant dans une conférence E3. Donc vraiment ce but c'est d'aller acheter le Game Pass. Et ce qui est intéressant aussi dans Sea of Thieves, c'est qu'on a vu aussi quelque chose d'assez nouveau. C'est-à-dire Sea of Thieves était un jeu avant, vous aviez le jeu, où vous aviez le Game Pass, vous aviez le jeu et vous pouviez jouer. Maintenant ils ont rajouté tous les mécanismes de monétisation nouvelle dans le jeu à travers des cosmétiques, à travers des mini-extensions, des bateaux un peu différents, ce genre de choses. Et donc ça c'est intéressant aussi parce qu'ils nous ont annoncé qu'ils allaient mettre en place plein de nouveaux cosmétiques liés à la licence Pirates des Caraïbes. Et ça du coup c'est une possibilité de monétiser les joueurs déjà actuels de Sea of the Thieves parce que vous avez de grandes chances qu'ils connaissent déjà la licence Pirates des Caraïbes et qu'ils aiment la licence Pirates des Caraïbes. Et ça vous montre aussi toute la stratégie que je vous avais expliquée, c'est-à-dire Microsoft essaye de conquérir des joueurs pour le Game Pass et quand le joueur va jouer à Sea of Thieves dans le Game Pass, le but de Microsoft ça va être de le convertir pour qu'il achète un bateau comme celui de Jack Sparrow à 5 euros ou ce genre de choses. Et tout ça, ça va être de la monétisation supplémentaire. Et vraiment, c'est l'autre angle phare de la conf de Microsoft, c'est qu'on a vu beaucoup de jeux avec des monétisations supplémentaires mises un peu en avant. Même si c'est très léger parce que c'est pas non plus des choses qui sont extrêmement bien vues de la part des joueurs, mais on a vu vraiment beaucoup de choses là-dessus. Donc ça c'est très très intéressant. Voilà, donc là vous l'avez, c'est le Game Pass. Ça vous montre les jeux auxquels on peut jouer tout de suite, les jeux auxquels on va pouvoir jouer cette année et les jeux auxquels on va pouvoir jouer dans le futur. Il y a beaucoup de jeux qui étaient des jeux très très attendus, Halo, ce genre de choses. Et en fait, il se trouve que c'est des jeux qui seront mis dans le Game Pass. Donc là encore, ça vous montre la vision de Microsoft de construire une communauté et autour de son Game Pass à très long terme et d'être un peu vraiment comme Netflix a construit une communauté autour des séries et des films et c'est construit un support d'abonnement colossal. Parce que entre guillemets un jeu comme Halo, vous pouvez en vendre facilement 5 millions d'exemplaires et même beaucoup plus, vous pouvez vendre 10 millions d'exemplaires assez facilement à la sortie. C'est quelque chose que vous allez faire sur l'année de la sortie sans... c'est pas non plus assuré, mais vous avez de fortes chances de réussir à le faire. Et là en fait, le fait d'inclure dans le Game Pass, ça veut dire qu'il y a certaines personnes, toutes seules qui vont pas forcément vouloir le CD ou la jaquette, ce genre de choses, donc on pas le côté collectible en fait, qui existe encore dans la musique. C'est-à-dire, si vous avez encore des CD qui sont édités, ce genre de choses, c'est pour tous les acteurs du marché et les consommateurs qui ont ce côté collectif, donc qui aiment le collector, qui aiment le toucher du produit, ce genre de choses. Donc là, Microsoft va hypothéquer des potentielles ventes qui lui rapporteraient entre 40 et 50 dollars
pour vendre un Game Pass entre 9 et 14 dollars. Ça dépend à peu près ce que vous avez dans votre Game Pass, hein. Du coup, ça vous montre vraiment cette vision qu'a la société et qu'elle met en avant beaucoup plus fortement que Sony et que les autres. C'est on arrive dans le marché du gaming, notre but c'est quoi? C'est d'amener du contenu et de driver des abonnements, parce qu'avec ces abonnements là, si on a le contenu plus les abonnés, on va avoir la plateforme leader et on pourra jamais être rattrapé. Parce qu'en fait à ce moment là, ça sera plus forcément un problème de console et donc de hardware ou de ce genre de choses, parce que la plateforme vivra toute seule et les gens voudront plus aller sur une autre plateforme parce qu'ils seront habitués à votre plateforme, parce qu'ils auront déjà des sauvegardes sur votre plateforme, ce genre de choses. Donc c'est vraiment une toute nouvelle vision, et ça c'est intéressant pour Microsoft, parce que structurellement, comme je vous l'ai dit, même s'ils ont du mal à vendre leur nouvelle console comparativement à Sony, là où ils sont très en avance, mais vraiment versus tout le monde, c'est sur ce côté gaming as a service, le jeu vidéo par abonnement. Là, ils sont vraiment très en avance, parce que si vous comparez Steam, bah, ils sont vraiment au tout début. Epic Games, même s'ils vous offrent des jeux de temps en temps et qu'on voit apparaître des petits systèmes comme ça et une envie sûrement d'aller vers ce truc un peu d'abonnement chez Epic Games, ils en sont vraiment au tout début. Vous avez bien les acteurs du marché qui sont déjà présents, c'est-à-dire les gens comme Google Stadia, mais vraiment c'est tout petit. Vous avez Nvidia à travers GeForce Now, mais là encore c'est assez petit. Si vous enlevez les gens qui sont dans les premiers mois d'essai gratuits, bon, c'est assez petit. Il vous reste Sony avec son service sur PlayStation, et puis c'est à peu près tout, parce que tous les autres sont assez faibles sur ce marché et ils sont assez petits, hein. Donc vraiment ça vous montre la vision de Microsoft et la volonté d'aller pousser là-dedans, et vous vous dites que bah, s'ils le font, c'est qu'il y a une raison. Et encore une fois, le nerf de la guerre pour eux, pour pousser dans ce sens-là, c'est d'acquérir des licences et de mettre des licences dans le Game Pass. Parce que plus ils auront de licences dans le Game Pass, plus les gens y viendront. C'est comme sur Netflix, plus vous avez de films, plus vous avez de séries, plus vous avez de chances que vous ayez une série ou un film qui soit le coup de cœur de la personne, et les gens ils vont s'abonner juste pour regarder ça ou juste pour jouer à ça, ce genre de choses. Même si après, entre guillemets, vous allez essayer de les convertir à regarder et à jouer sur d'autres choses. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ils ont montré beaucoup d'exclusivité ou de pseudo-exclusivité. C'est quoi des pseudo-exclusivités? C'est des exclusivités dans le temps en fait. C'est-à-dire ils vont être exclusifs à Xbox ou le plus souvent Xbox plus PC pendant quelques mois, et après ils arriveront sur PS5, ce genre de choses. Donc ils ont démontré beaucoup de choses comme ça. Ils ont aussi eu beaucoup de jeux exclusifs Game Pass au lancement, donc ça veut dire que en dehors de l'achat sur Xbox ou sur PS5, ce genre de choses, il sera dans le Game Pass au lancement gratuitement. Donc ça c'est intéressant aussi pour les gens, parce que si vous souhaitez jouer à un jeu qui va coûter 60 euros, que vous n'êtes pas abonné au Game Pass, qu'il y a des jeux qui vous intéressent déjà dans le Game Pass, bah c'est intéressant, parce que vous allez souscrire et à la limite vous pouvez toujours vous dire je vais souscrire pour pouvoir jouer au jeu, puis 2 mois plus tard j'arrête, ça m'aura coûté 20 balles, ça m'aura coûté moins cher que d'acheter le jeu. Après vous pourrez plus y jouer si vous êtes plus abonné, mais il y a des mécanismes comme ça qui peuvent être intéressants pour certaines personnes. Donc vraiment il y a eu beaucoup de choses intéressantes sur le Game Pass. Et ça c'est vraiment la chose à noter, parce que c'est vraiment le point d'inflexion qu'on voit chez Microsoft se développer depuis quelques années, cette volonté de pousser vers le Game Pass et de pousser vers le Game as a Service. Donc après vous avez eu aussi des news du MMO de Microsoft, donc c'est The Elder Scrolls Online. Donc Microsoft a jamais vraiment eu de MMO, hein, en tant que tel, voilà. Ils n'ont jamais été propriétaires de MMO. Et en rachetant ZeniMax, bah, du coup, ils ont acquis The Elder Scrolls Online, hein, qui est un MMO. Et donc, vous voyez bien, c'est que ça, c'est la population de The Elder Scrolls Online dans le temps. Et vous voyez qu'on arrive au-dessus du million de joueurs actifs, hein. Donc ça c'est vraiment intéressant aussi pour Microsoft, parce que ça c'est pareil, c'est des choses qui peuvent pousser dans le Game Pass par abonnement, ce genre de choses. En plus les joueurs de MMO c'est des joueurs qui sont assez fidèles, on va dire, en abonnement. C'est-à-dire quand ils s'abonnent à un jeu, c'est généralement pour jouer au minimum 1 an ou 1 an et demi.
Donc ça c'est très très intéressant. Pour le moment, il n'est pas entièrement dans le Game Pass, The Elder Scrolls Online. Ce qui serait intéressant de voir, c'est si dans le temps, Microsoft met pas en place des systèmes avec des abonnements à échelle. C'est-à-dire vous avez tous vos jeux et par exemple quelques MMO en plus, ce genre de choses. Vous payez quelques dollars en plus par mois et vous avez accès aux MMO. Là où avant, vous payez pour avoir accès à des jeux comme The Elder Scrolls qui étaient payants quelques euros, enfin de l'ordre entre 5 et 10 euros. Donc quand vous avez un package complet qui est vers 12, 13, 14, 15 ou 16 dollars, c'est vrai que c'est très très intéressant pour le joueur. Vous voyez bien que la valeur elle se retrouve très très rapidement. Et encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous voyez la même chose qui s'est mis en place dans la musique et dans le cinéma et dans le streaming. C'est quoi? C'est que là où avant vous aviez un nombre de joueurs qui dépensaient X centaines d'euros pour acheter des jeux, puis vous aviez un joueur, enfin un nombre de joueurs qui achetaient un jeu par an ou deux jeux, bah en fait ce qu'on va faire c'est que les joueurs qui en achetaient beaucoup, bah, ils vont rapporter moins à l'industrie du gaming sur ce système par abonnement, mais ceux qui en achetaient un ou deux, ils vont rapporter plus. Et globalement, on va convertir tellement de monde au système par abonnement qu'avec le temps, la taille que va acquérir le marché à travers ce nombre d'abonnés va faire croître le marché du jeu vidéo sur la phase d'après. C'est-à-dire que là, on peut dire qu'on était sur la phase proche de la phase de fin de croissance avec ce système d'achat à l'unité des jeux vidéo. Et en passant sur l'abonnement, on passe sur le cycle suivant, on agrandit la taille du marché et vous pouvez vous dire qu'on va passer sur le cycle suivant de taille du marché, sachant que, encore une fois, hein, le marché du jeu vidéo c'est plus que le marché de la musique et que le marché des séries et des films réunis. Donc c'est déjà un marché qui est colossal, donc ça vous montre à quel point ce passage dans une nouvelle ère est très très important pour l'économie et pour le marché du jeu vidéo globalement et puis pour beaucoup d'autres choses. Après, ils ont annoncé aussi deux grosses exclusivités chez eux. Hein. Il y en a eu d'autres, hein. Il y en a eu d'autres, mais les deux qu'on fait le plus parler, c'est Starfield. C'est intéressant Starfield parce que c'est un jeu, on savait qu'il était en développement chez Bethesda. Quand Microsoft a repris Bethesda, il nous avait dit que tous les jeux qui étaient en développement chez Bethesda à l'heure actuelle ne seraient pas des exclusivités Xbox ou Xbox plus PC, mais seraient toujours Xbox, PC et PS4 ou PS5. Et ben, c'est pas tout à fait vrai. Parce que Starfield, c'était un jeu qui était déjà en développement, et là, des fuites, enfin des annonces qu'il y a eu, il n'y aura pas de version PS5. Donc vraiment, ça veut dire que justement, comme je vous le disais, cet achat de concurrents, ça permet d'assécher le catalogue de votre concurrent. Donc en l'occurrence là, c'est Sony. Et ça, c'est très très intéressant. Et ça pousse Sony du coup à réagir. Parce que s'il y a des jeux qui vont pas sur la plateforme de Sony, bah, il faut que Sony réagisse soit en achetant des licences, soit en garantissant ces licences-là. Donc ça c'est très intéressant. Après c'est un jeu qui va sortir dans très longtemps parce que c'est un jeu qui n'est pas prévu pour cette année mais pour l'année prochaine hein, encore. Donc le 11 novembre 2022. Bon d'ici là il y a encore des moyens que ça change un peu parce que c'est vrai que c'est un très gros jeu donc souvent les gros jeux ils ont un peu de retard, ce genre de choses. Vous avez eu la confirmation d'Halo Infinite qui sera en fin d'année 2021. Une innovation qui est intéressante sur Halo Infinite, c'est que le multijoueur sera entièrement gratuit et il sera mis en place en mode free-to-play. Et ça c'est très très intéressant parce que ça vous montre bien la volonté de Microsoft d'aller capter de la valeur. Comme je vous l'expliquais, avant on vendait Halo, on le vendait en boîte à la sortie, on le vendait 60 euros, voilà c'était fini. Après on l'a vendu 60 euros plus généralement des extensions. Donc ça permettait, on me vendait 20 euros l'extension par exemple et ça permettait d'avoir 80 euros. Et là vous voyez qu'il y a toute une nouvelle mécanique qui se met en place. C'est-à-dire qu'on va dissocier la campagne qui va être vendue, donc qui va avoir un prix. Je sais pas, on ne sait pas encore, hein, peut-être qu'elle va avoir 40 euros, 30 euros, 60 euros, on ne peut pas encore savoir. Et vous avez le mode multijoueur qui va être mis en free-to-play avec des contenus additionnels, des cosmétiques, ce genre de choses. Et le but de Microsoft, c'est quoi? Le but de Microsoft, c'est de se dire que certains vont jouer que à la partie free-to-play, certains vont jouer que à la partie campagne, que peut-être certains clients qui avant jouaient aux deux et rapportaient 80 euros,
bah, ils vont rapporter peut-être là un peu moins 50 euros, mais que des gens qui jouaient pas du tout parce qu'ils voulaient pas mettre 60 euros, ils vont jouer au free-to-play parce que ça va faire du buzz. Et puis ils vont dépenser 5, 10, 15 euros. Et peut-être que c'est des gens qui vont rester dans le temps, un peu comme vous avez avec Fortnite ou avec League of Legends. Et donc là, ils vont peut-être dépenser des centaines d'euros sur le temps dans le jeu. Et donc là, c'est très très intéressant parce que ça vous montre l'innovation qu'il y a dans la monétisation des licences qui sont déjà connues. Et ça, c'est un mouvement vraiment très très agressif parce que aucun jeu à l'heure actuelle avait fait ce mouvement de dissocier totalement le mode compétitif et le mode multijoueur du mode solo en faisant payer le mode solo et en donnant en free-to-play le mode multijoueur. Il y a très peu de jeux qui l'ont fait et dans les grandes licences, personne ne l'a fait. Même si vous prenez Call of Duty ou ce genre de jeu, ils n'ont pas fait ce choix-là. Ils ont fait d'autres choix. Ils ont créé des stand-alone à travers par exemple des Battle Royale ou de ce genre de choses, mais ils n'avaient pas fait ce choix-là. Donc ça c'est vraiment très très intéressant et c'est vraiment toute l'innovation au niveau de la monétisation qu'il y a dans le monde du jeu vidéo, hein. Vous avez eu l'annonce aussi de A Plague Tale ou Requiem, qui est un jeu de Focus Home Interactive et d'Asobo, hein. Donc ce qui est intéressant là, bon bah déjà c'est un jeu qui a fait des très bonnes ventes parce qu'il s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires. Donc pour les actionnaires de Focus c'est vraiment quelque chose d'assez important. C'est une licence assez neuve. Ce qui est intéressant comme information qu'on a pu glaner dans la conférence Microsoft, c'est qu'il sera offert avec le Game Pass. C'est-à-dire que vous pourrez jouer Day One si vous détenez un abonnement Game Pass. Ça c'est très intéressant pour nous parce que généralement un éditeur préfère toujours vendre son jeu. Quand il vend pas son jeu, il est perdant. Parce qu'en fait, Microsoft, ce qui fait qu'il est gagnant, c'est qu'il détient le Game Pass. Donc en fait, même s'il met ses licences et que ça lui rapporte un peu moins en vente de jeux, il va se rattraper en vente de Game Pass. Donc généralement, les jeux, ils préfèrent toujours, enfin les studios préfèrent toujours vendre le jeu à l'unité. C'est plus intéressant pour eux. Donc ce qui se passe, c'est que on fait des deals. Donc généralement Microsoft va leur dire bah vous mettez votre jeu sur le Game Pass et je vais vous donner 5 millions d'euros ou 10 millions d'euros, ce genre de choses. Ça dépend du jeu, ça dépend du coût du jeu, tout ça. Mais assez fréquemment, quand vous avez un jeu qui est très attendu et que vous avez un éditeur enfin un géant du secteur qui garde les droits de ce jeu, ça coûte plus ou moins entre 60 et 80% du prix du jeu au développement, hein. C'est-à-dire les sous qu'aura mis Focus et qu'auront mis Asobo dans le jeu, bah, vous pouvez vous dire qu'entre 60 et 80% de ce coût-là, il est déjà retrouvé par le partenariat avec Microsoft. Et ça, c'est vraiment très très intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, ce que vous allez aller chercher comme revenu, c'est les 20% restants. Et puis après, vous êtes direct en break-even. Donc vous allez tout de suite gagner de l'argent. Et en plus, le fait que ça soit sur le Game Pass, les gens vont jouer. Quand les gens jouent un jeu, c'est comme quand vous écoutez de la musique. Ça rapporte un peu de sous, ce genre de choses. Donc c'est vraiment très très intéressant. Ça montre aussi l'agressivité de Microsoft parce qu'il y a eu plusieurs annonces comme ça. Donc là où avant c'était vraiment les gros jeux généralement ou les petits jeux indépendants mais pas les jeux du milieu qui étaient utilisés par les géants, par Sony, par Microsoft, par Google et tous ces gens pour capturer la valeur du jeu vidéo en poussant vers l'abonnement. Bah, vous voyez que maintenant vous commencez à avoir des choses sur des jeux vidéo un peu plus moyenne gamme, et donc là encore ça vous explique tout le besoin de contenu de ces acteurs et à quel point ces acteurs ils sont prêts à payer du contenu très très cher. Et vous pouvez vous dire que peut-être dans 3-4 ans, même peut-être dans 2 ans, Microsoft fera 15, 20, 30 deals comme ça par an pour s'assurer que le jeu soit disponible sur le Game Pass. Et si c'est 5, 10 millions d'euros par deal, bah, ça veut dire que pour certains éditeurs ça va être très très intéressant et ça va vraiment dérisquer leur modèle de façon considérable parce que vous prévendez le jeu entre guillemets. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Vous avez aussi eu une news qui était très très attendue, le retour de Age of Empires avec Age of Empires 4. Là encore, hein, dans le Game Pass, disponible le 28 octobre de cette année. Il sera aussi, et ça c'est quelque chose d'intéressant, il sera aussi jouable entièrement dans le cloud. C'est un des rares jeux à la sortie
disponibles dans le cloud Day One, hein. Généralement, les jeux disponibles dans le Microsoft Cloud, donc dans le Cloud X, ils arrivent un peu plus tard que la sortie. Donc là, il sera disponible en même temps. Et ça, c'est assez intéressant. Il nous explique que le but de le mettre dans le cloud, c'est à terme de pouvoir faire des champs de bataille vraiment très très grands et d'être sur des nombres de population vraiment largement plus fortes que dans les anciens jeux. Donc dans les anciens jeux, la limite de population, elle était généralement entre 200 et 500. Ça dépend du jeu et ça dépend un peu des modes que vous avez, hein. Donc là, vraiment, on peut se dire que techniquement ils vont faire un bond en avant. Et là encore, il y a des choses très très intéressantes parce qu'il y a toute une scène autour de l'e-sport de Age of Empires qui s'est relancé ces dernières années. Et ça vous montre aussi que quand vous avez un acteur du gaming, il faut vérifier ses anciennes licences. Parce que dites-vous que Age of Empires, c'est une licence qui, hors les remasters, donc les anciens jeux réédités avec des nouveaux graphismes ou ce genre de choses, il n'y avait aucune... Le dernier, hein, Age of Empires 3, du coup, il date de 2005. Donc ça veut dire qu'il y a 15 ans que le dernier est sorti. Entre guillemets, voilà, le dernier vrai opus. Et donc ça, c'est très très intéressant parce que dans un univers où vous avez besoin de plus en plus de contenu pour vous assurer que les joueurs vont rester chez vous, bah, toutes les studios qui ont une grosse histoire et donc qui ont beaucoup de jeux vidéo dans leur escarcelle et qui ont beaucoup de choses, de possibilités de développer des choses nouvelles, c'est très très intéressant. Et par exemple, bah forcément vous allez prendre des gens comme Ubisoft qui sont là depuis le début du jeu vidéo, bah ils ont acheté plein de licences, il y a plein de licences qui... Ils les ont abandonnés, on va dire le vrai mot, ils les ont abandonnés. Bah, ils pourraient les rééditer maintenant et repartir sur une licence. Et encore une fois, comme je vous l'explique, quand vous repartez sur une licence qui a déjà tout un cadre, c'est plus rapide que d'aller inventer votre propre licence. Le travail derrière au niveau de la direction artistique et le travail intellectuel de la création de la licence, il est beaucoup moins fort. Parce que vous avez beaucoup d'historiques sur lesquels vous reposez. Et ça, c'est très très intéressant. Et donc ça vous montre aussi que, entre guillemets, vous avez une valeur liquidative dans ces acteurs, hein. Donc quand vous détenez des licences et que vous en détenez beaucoup, ça peut être très très intéressant. Donc typiquement, vous avez des gens comme Atari sur le segment français, ils détiennent beaucoup de très vieux jeux. Bah, c'est des choses qui sont intéressantes et qui peuvent avoir une valeur. Bon, le problème d'Atari, c'est que c'est des licences qui sont vraiment maintenant très très vieilles, et la plupart c'est quand même des licences autour de Pong, ce genre de choses. Je suis pas sûr qu'on puisse faire un jeu très poussé à l'heure actuelle sur Xbox autour de Pong. Mais vous pouvez par exemple vous dire que Roller Coaster Tycoon, c'est une licence qui a une certaine valeur. Et il y en a d'autres chez Atari. Après, la question c'est comment est-ce qu'ils sont capables de monétiser cette licence. C'est un peu compliqué. Après, une licence peut avoir énormément de valeur, comme on l'a vu avec Digital Bros, qui a racheté petit à petit Starbreeze, et Starbreeze qui a réussi à vendre le droit d'édition du prochain Payday à Embracer pour 50 millions de dollars, ce qui paye le développement du jeu pendant les 2 années à venir. Donc c'est vraiment ça, c'est des choses intéressantes. Et il faut y faire attention, hein. Les licences détenues par vos acteurs, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et surtout si vous êtes sur des acteurs comme Focus, comme Nacon, ce genre de choses, faites bien attention. Est-ce que la licence, elle est propriété de Focus ou de Nacon? Est-ce que la licence c'est une coédition, ou est-ce que la licence elle est propriété du studio de développement de jeux vidéo? Parce que tout ça, ça a de l'importance. Typiquement, chez Focus, vous aviez Farming Simulator, qui était une très grosse licence, mais Focus n'en était pas propriétaire. Si Focus avait été propriétaire d'une partie de la licence Farming Simulator, je peux vous assurer que l'action à l'heure actuelle elle serait beaucoup plus haute. Parce que la licence Farming Simulator et la perte de la licence Farming Simulator a eu un coût capitalistique pour Focus Home qui était très important. Ils ont su le compenser en faisant d'autres choses, mais voilà. Après, vous avez eu des nouveautés, vous avez eu les premiers graphiques, enfin les premières présentations des nouveaux open world et des améliorations des open world déjà actifs. Donc un open world, c'est quoi? C'est vraiment, on vous laisse dans la nature et vous pouvez, entre guillemets, vous balader un peu partout dans le jeu. Et puis voilà, il y a des buts, parfois il n'y en a pas, ça dépend. Là, vous avez 2 gros open world qui ont été annoncés. Donc c'est autour des simulations. Donc vous avez Flight Simulator qui va obtenir
un add-on, donc une amélioration autour de Top Gun, avec la licence Top Gun, donc avec les avions de combat, ce genre de choses. Donc pour ceux qui connaissent Flight Simulator, c'est un jeu de simulation aérienne qui est très très poussé. Hein. Et donc là on va ajouter les avions de combat, donc ça c'est très très intéressant. Vous avez des partenariats sur des simulations militaires aussi, ce genre de choses. Donc ça vous montre vraiment la qualité du jeu vidéo et la qualité vraiment graphique du jeu. Et quand on voit la reconstitution des cockpits militaires et tout, c'est vraiment très très impressionnant, hein. Vous êtes vraiment dans l'avion militaire. Et ça c'est intéressant. Ça vous montre aussi la qualité technique des studios, parce que quand vous êtes sur de l'open world comme ça, donc vous allez prendre exemple sur la vie réelle et vous allez essayer de la retranscrire. Et là on est vraiment atteint des choses uniques, hein. Comme je vous disais, le cockpit militaire, c'est du jamais vu. Quand on a vu les images, jamais on avait vu un cockpit pareil. Sur Forza, c'est la même chose, hein. Ils ont reconstitué certaines villes du Mexique, certains cratères de volcans, ce genre de choses. La reconstitution, elle est exceptionnelle, d'une qualité, vous croirez, on se croirait au Mexique et ce genre de choses. Et ça, c'est très très intéressant parce que ça vous montre l'avancée technique dans le monde du jeu vidéo. Et cette avancée technique, ça ouvre beaucoup d'espace. Par exemple, pourriez-vous dire que beaucoup d'apprentissage dans le futur vont se faire à travers de simulations comme ça. Et le défaut de la plupart des jeux comme ça, des jeux de simulation entre guillemets qu'on utilise et qu'on appelle des serious games, c'est qu'ils sont assez moches la plupart du temps. Et ils se concentrent sur la mécanique d'apprentissage, c'est-à-dire ce qu'on veut que la personne apprenne. Et ben là, avec tous ces jeux vraiment poussés graphiquement très loin et qui sont de plus en plus, entre guillemets, simples à faire, vous pouvez vous dire que les capacités de créer des serious games qui vont vraiment être très très intéressants et qui vont vraiment être très très utilisées, elles vont être extrêmement importantes. Peut-être que dans le futur, à l'école, au lieu de faire des cours d'histoire avec des bouquins, peut-être qu'on fera des cours d'histoire avec des jeux vidéo et qu'on ira se balader dans une pyramide, dans un village gaulois pour voir comment ils vivaient à l'époque. Et ce côté immersif qu'apporte le jeu vidéo dans l'apprentissage de connaissances, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui commence à se mettre en place maintenant et qui va être très très intéressant dans les 10-15 prochaines années, parce que ça élargit de manière considérable l'univers du gaming et ça l'amène sur d'autres univers, sur des coûts aussi qui sont tout autres, parce que quand vous faites un actif ludo-éducatif, bah forcément la valeur elle est encore haute que celle d'un jeu vidéo, même si la valeur d'un jeu vidéo peut être très très importante, mais vous êtes sur quelque chose qui est sans commune mesure. Quand vous allez faire un programme d'apprentissage de l'histoire géo par exemple avec dans un jeu vidéo, la valeur de ce programme elle est ça va se chiffrer en centaines de millions d'euros. Et c'est du coup beaucoup plus important. C'est de l'équivalent d'un triple A et même d'un très gros triple A, parce que ça sera en plusieurs centaines de millions d'euros. Donc ça c'est très très intéressant. Ce qui est intéressant aussi dans ces simulations et la poussée au réalisme de ces simulations, c'est que plus vous allez dans le réalisme, plus entre guillemets les gens ils ont envie d'aller jusqu'au bout dans le réalisme. Et plus du coup ils vont prendre des volants, ils vont prendre le siège de pilote d'avion, ce genre de choses avec la combinaison, et on va vraiment être dans la simulation extrême. On va essayer d'amener l'environnement réel de l'objet dans le salon de la personne. Et donc ça c'est intéressant parce que ces deux nouveautés, que ça soit Forza ou que ça soit l'add-on sur Flight Simulator, c'est intéressant pour des acteurs du hardware de haute qualité, donc du hardware premium, parce que vraiment quand vous êtes sur du hardware là, c'est-à-dire sur des joysticks d'avion, ce genre de choses, vous êtes sur du 300-400 euros, hein. Donc vous êtes vraiment sur du matériel très premium et vous êtes sur des choses qui sont de petite quantité, vous êtes vraiment sur du luxe, hein. C'est le luxe du jeu vidéo là. Donc ça peut être intéressant pour des acteurs comme Guillemot Corporation, comme Under AG, qui sont des acteurs très haut de gamme du marché. Marginalement ça peut être un peu intéressant pour les acteurs un peu moins haut de gamme, donc tous ceux qui vont être Logitech, ce genre de choses, qui vont avoir qui vont pouvoir peut-être profiter un peu de vente de volants, ce genre de choses. Donc ça c'est intéressant parce que comme ceux qui suivent depuis longtemps ce que je dis, je vous ai expliqué que le cycle du hardware c'était un cycle qui était connu depuis assez longtemps et que là avec le Covid il avait un peu décalé, il était parti très très haut. Donc une question qui va être importante, c'est est-ce que quand
va y avoir la sortie de ces jeux là au début, enfin à la fin de cette année et au début de l'année prochaine. La question c'est, est-ce que la sortie de ces jeux, même si le cycle était descendant, parce qu'on avait atteint le top cycle et qu'on est en train de descendre, comme je vous l'ai montré la dernière fois avec les ventes de hardware, on est en train de descendre sur le cycle du hardware. Bah, c'est de vous dire, est-ce que la sortie de ces jeux qui poussent la simulation beaucoup plus loin pourrait permettre de tout de suite faire reprendre le cycle de ce hardware en poussant des nouveaux des nouveaux gamers à acheter du matériel de meilleure qualité en se disant bah, le jeu est tellement fou, on est tellement l'impression de vraiment être dans le cockpit que je veux plus mon petit volant ou mon petit machin, mais je veux quelque chose de qualitatif. Donc ça c'est vraiment très très intéressant et c'est un truc qu'il faudra regarder en fin d'année prochaine. C'est est-ce que la sortie de ces jeux permet au cycle d'avoir encore une jambe de hausse vraiment très très importante, et ça pourrait être très très intéressant pour les actionnaires de ces sociétés. Vous avez eu une autre exclusivité qui s'appelle Redfall qui a été annoncée, donc qui sortira en été 2022. C'est pareil, il sera sur le Game Pass aussi. C'est une exclusivité Microsoft aussi, donc ça sera sur PC et sur Xbox. Donc voilà, la conférence Microsoft elle était assez bien rythmée. Après je vous ai pas présenté tous les jeux. Pour ceux qui veulent aller voir la conférence Microsoft, vous la trouverez sur YouTube. Donc vraiment c'était une conférence qui était assez intéressante. Bon, ils ont fait une petite touche humoristique. Ils avaient envoyé des frigos, des tout petits frigos qui ressemblaient à la Xbox Series à certains influenceurs à la sortie de la Xbox Series. Ils ont décidé que ce frigo-là, tout le monde allait pouvoir l'acheter. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça vous montre le côté un peu amusement, relation avec les fans, ce genre de choses. Donc c'est des choses qui sont intéressantes, même si pour l'actionnaire de Microsoft, l'intérêt de ce genre de choses, il est très très limité au niveau du cash que va se générer la société ou de ce que ça va peser dans le chiffre d'affaires de la société. Ça va peser rien du tout. Mais ça vous montre que vraiment la société elle est à l'écoute, qu'elle fait la moindre effort pour essayer de convertir ses clients et de garder ce lien. Et ça c'est toujours intéressant quand vous êtes sur du B2C, quand vous avez toujours une relation comme ça avec les fans, ce genre de choses. Ça vous montre, c'est vraiment un mode que vous construisez dans le temps et qui est très très intéressant et qui est très difficile pour les autres à rattraper, qui est très très difficile et qui a un coût aussi. Donc voilà, après ils ont annoncé pas mal de jeux indépendants aussi sur la console, ce genre de choses. Donc vraiment beaucoup de choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ils vont faire d'autres annonces dans l'année, ils nous ont dit. Donc ça veut dire qu'ils en ont encore sur le pied. Ils ont déjà commencé à travailler sur leur prochaine Xbox. Donc ça montre que vraiment ils sont dans un cycle où ils pensent qu'il va y avoir une prochaine console. Ils sont déjà en train de travailler dessus. Donc ils sont vraiment en train de pousser. Donc vraiment au niveau du gaming chez Microsoft, ils ont vraiment fait des gros efforts l'année dernière. Et ils commencent à en tirer un peu les fruits cette année. Même si au niveau des ventes de la Xbox Series, c'est pas terrible. C'est même plutôt mauvais. Sur le reste, sur le Game Pass, sur ce genre de choses, ils sont vraiment en avance. Donc vous pouvez vous dire que peut-être dans 10-15 ans, on n'achètera plus de console. Et ce qui comptera, c'est là où vous êtes abonné, pour quel Game Pass vous êtes abonné. Donc vraiment, ils sont dans la construction du futur. Et comme je vous l'ai dit, une fois qu'ils auront 100, 200, 300 millions d'abonnés à leur service, qui pourra les rattraper? Pas grand monde. Parce qu'en plus, comme je vous l'ai dit, vous avez déjà moins d'acteurs que dans la musique ou dans les séries, dans les films en streaming. C'est-à-dire qu'en nombre d'acteurs qui font du streaming, qui font de l'abonnement de jeux vidéo comme ça, vous avez Microsoft, vous avez Nvidia, vous avez Google, et avec un catalogue de taille assez importante, c'est à peu près tout. Après, la plupart du temps, c'est soit les éditeurs comme Ubisoft et EA qui ont leur propre support de vente, mais c'est à peu près tout. Vous avez à la limite Steam un peu, mais c'est assez petit. Donc c'est vraiment une très très grosse avance pour Microsoft. Et en plus avec les dollars qu'ils mettent sur la table pour s'assurer de conserver cette avance, alors qu'ils pourraient entre guillemets la jouer plutôt on va ralentir nos investissements parce qu'on est déjà en phase d'acquisition et tout. Et là en fait ce que vous voyez, c'est que vous avez la même stratégie que chez Amazon ou chez beaucoup de GAFA. C'est on est leader sur un secteur, on va appuyer encore plus sur la pédale d'accélérateur, on va mettre encore plus de cash, quitte à ce que ça rende l'activité pas rentable à court terme, pour s'installer en tant que monopole dans le temps. Et une fois qu'on sera monopole, on va tirer les marrons du feu et on va créer beaucoup de cash flow.
et entre guillemets, chez Microsoft, vous avez le meilleur des deux mondes parce que tous les autres produits sont des cash co faramineuses qui produisent énormément de cash flow. Donc même s'ils mettent beaucoup d'argent dans le gaming pour s'assurer que ça devienne une business unit qui va faire beaucoup de cash flow dans quelques années, bah ça va pas pénaliser tant que ça la société. Alors que c'est vrai que Sony, ils ont un peu plus de mal à appliquer cette stratégie. Chez Ubisoft, enfin une vision, hein, donc il s'est passé pas mal d'annonces aussi. Bon, pour ceux qui me suivent, je vous avais toujours expliqué qu'Ubisoft, le problème c'était que je trouvais que la vision n'était pas terrible. Donc depuis les annonces de fin d'année dernière, enfin de début d'année, hein, avec les résultats annuels, ce genre de choses, je vous ai expliqué qu'une très bonne annonce, c'était cette vision de vraiment utiliser la licence Rainbow Six dans toute sa force, et il le faisait sur Rainbow Six et sur The Division en tant que tel, en allant dans les films, en allant dans les jeux mobiles, ce genre de choses. Et donc là c'est très très intéressant parce que ils ont fait encore pareil sur la licence Rainbow Six qui est juste au-dessus, parce que The Division c'est un Rainbow Six, donc la licence globale c'est Rainbow Six et vous avez une sous-licence qui s'appelle The Division. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que sur Extraction, ils ont été prendre le pendant de ce qu'ils ont fait sur Siege. Donc Rainbow Six Siege, c'est un MMO qui joue joueur contre joueur. Et là, en fait, ils ont choisi d'aller répondre à une demande des joueurs. C'est-à-dire que vous jouez plus joueur contre joueur, mais c'est joueur contre l'IA. Et vous allez jouer à 4 contre l'IA et votre but c'est de réussir votre mission, ce genre de choses. Mais c'est vraiment du pur multijoueur, hein. Vous n'avez pas de côté au solo, ce genre de choses. Donc c'est pas du tout comme Division, où Division vous avez ce système, vous pouvez jouer avec les autres contre l'IA, vous pouvez jouer contre d'autres joueurs et vous pouvez jouer tout seul. C'est un monde, c'est un jeu d'aventure, The Division, et vous êtes assez libre. Là, c'est très très intéressant ce choix-là parce que ça vous montre vraiment la vision d'Ubisoft d'aller capter la valeur partout où elle se trouve. Et donc, on va éditer un jeu pour chaque volonté du joueur. Donc, il y a des joueurs qui veulent absolument être dans le compétitif, joueur contre joueur. Ils ont Rainbow Six Siege. Il y a des joueurs qui veulent absolument être ensemble, jouer avec des potes, mais contre l'IA pour pas avoir de problème, ce genre de choses, et être un peu moins dans le compétitif. Vous allez avoir Rainbow Six Extraction. Vous avez des joueurs qui veulent jouer en multijoueur, contre l'IA et tout seul. Vous avez The Division. Vous avez maintenant le film, la série et tout. Et tout ça, ça va servir à alimenter la série et à faire en sorte qu'il y ait toujours du news flow sur la série, qu'il y ait toujours une envie des joueurs de jouer à un opus de la série. Donc les joueurs ils vont jouer à Rainbow Six Extraction. Après il y a The Division 3 qui va sortir, donc ils vont se dire ah bon on va passer sur The Division 3, et puis après il y en a un autre, et en fait ils sont captifs de la licence et vous les rendez captifs de la licence. Et ça c'est ce que je reprochais à Ubisoft de ne pas avoir fait depuis des années. C'est ce qu'a fait Activision avec la licence Call of Duty. Je vous ai expliqué que le but de Ubisoft c'était vraiment d'aller vers cette vision, d'aller soustraire cette licence Rainbow Six, de créer des sous-licences dans Rainbow Six et d'aller créer tout un univers autour de Rainbow Six et de contrôler tout cet univers, au même titre que Disney contrôle tout l'univers Star Wars par exemple, et d'aller créer beaucoup de rentabilité sur cet univers. Donc ça c'est vraiment des choses très très intéressantes, hein. C'est vraiment un pas en avant qui est important dans la stratégie d'Ubisoft qu'on voit se mettre en place en 2021. Même si on peut critiquer d'autres choses stratégiques, là-dessus c'est vraiment quelque chose de bien et ça montre qu'ils ont regardé un peu ce qui se faisait chez Activision et qu'ils ont eu ce déclic un peu d'aller dans la stratégie à la Activision, hein. Vous avez eu autre chose aussi, c'est Ubisoft a toujours été assez présent dans les jeux de musique. Ils y sont sortis un peu avec le temps. Ils sont restés sur Just Dance et là ils se relancent dans Rocksmith Plus, qui va être un jeu sur mobile qui vous permet d'apprendre à jouer de la musique. Alors ça c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est très très intéressant. C'est la fusion entre le jeu vidéo et l'apprentissage à travers de ce qu'on appelle des serious games. Moi je trouve que les serious games c'est un nom assez barbare, mais je pense que les éditeurs comme les éditeurs de jeux vidéo classiques, hein,
donc Activision, EA, ce genre de choses. Ils n'ont jamais été très friands de serious game au début, hein. C'est quelque chose qui existe depuis à peu près 10 ans, les serious games. Au début, ils n'ont jamais été friands de ça, et vous commencez à les voir arriver dans cet univers de façon de plus en plus forte. S'ils arrivent, c'est parce qu'il commence à y avoir des choix de monétisation qui sont intéressants. Vous avez des parents qui trouvent que les jeux ludo-éducatifs, c'est intéressant. Donc par exemple, vous avez des jeux ludo-éducatifs dans Roblox, où les parents sont contents de payer pour que les enfants apprennent à compter, ce genre de choses dans le jeu, avec des manières de faire comme ça. Et donc ça, c'est intéressant. Là, ce qui est encore plus intéressant pour Ubisoft, c'est que c'est le début, c'est sur la musique, mais après vous aurez la possibilité de l'utiliser peut-être sur d'autres choses, hein, que la musique. On pourra peut-être aller sur d'autres instruments, je sais pas, le piano, ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, vous avez une entreprise qui s'appelle Koch Guitar, qui fait un peu la même chose. En 2018, elle avait fait beaucoup parler parce que le PDG d'Apple, Tim Cook, était venu les voir en leur disant que voilà, c'était une super start-up, ce genre de choses. Et donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent apprendre à jouer de la musique, il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre à chanter, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant, parce que vous pouvez vous dire qu'un abonnement de, je sais pas, 5 euros par mois par exemple, bah vous allez avoir pas mal de parents qui vont être tentés de payer cet abonnement pour que leur enfant apprenne à jouer de la guitare plutôt qu'à prendre des cours de guitare. Parce que pour certains parents, prendre un cours de guitare, c'est pas possible. À 50 euros le cours de guitare, ça fait cher. Donc ils vont aller sur une solution entre les deux, où ils vont prendre un peu moins de cours de guitare, et ils vont prendre un cours de guitare tous les 2 mois, entrecoupé de sessions où l'enfant va pouvoir faire son apprentissage en solitaire sur Rocksmith. Donc ça, c'est très très intéressant. Il y a plein de nouveaux mécanismes qui peuvent se mettre en place, hein. Ils peuvent mettre en place des systèmes où vous allez jouer de la musique en même temps que vous allez danser sur Just Dance, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant, et cette volonté d'Ubisoft de repartir dans la musique, pour moi, c'est vraiment une très bonne volonté, et c'est quelque chose de très très intéressant dans le temps, parce que je pense qu'il y a beaucoup de valeur, et surtout c'est un secteur où structurellement les autres éditeurs, les autres gros éditeurs, que ce soit Activision, Take-Two, ce genre de choses, ils sont pas présents. Il y a eu pendant longtemps beaucoup de jeux de musique, puis après c'est un truc qui s'est un peu tari. Et il reste que Ubisoft qui est vraiment présent sur ce secteur depuis des années, et qui continue à faire du taf, surtout à travers Just Dance. Donc ça, vraiment très 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 intéressant. Vous avez eu la nouveauté sur Just Dance, le nouveau Just Dance. Donc ça, c'est sorti en novembre 2021. C'est encore un bon jeu. Voilà, vous allez avoir 40 musiques. Après, vous avez une volonté encore plus poussée. Ils nous l'ont encore plus mis en avant, de pousser les gens vers l'abonnement au pass Just Dance pour avoir de plus en plus de musique ajoutée dans le temps. Donc ça, c'est pareil, c'est intéressant. Le but de Just Dance, ça va être, voilà, ça va être de créer des passerelles avec tout l'univers ludo-éducatif autour de la musique, donc à travers Rocksmith Plus, ce genre de choses, et d'aller créer tout un écosystème à travers la musique et la danse, où Ubisoft va pouvoir monétiser les choses dans le temps avec des abonnements, de la vente au one shot, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Vous avez eu 2 annonces majeures après. Vous avez le nouveau Mario et les lapins crétins. Donc ça, c'est encore une fois une très bonne chose. Pourquoi? Parce que quasiment personne, à part Nintendo, édite des jeux avec Mario dedans. Ça existe très 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 rarement. Ils l'avaient fait Ubisoft une fois, ça s'était très bien passé, ils en avaient fait une suite, et là ils nous annoncent encore un autre jeu. C'est vraiment très intéressant. Déjà, c'est intéressant et pour Nintendo et pour Ubisoft. Pourquoi? Parce que pour Ubisoft, ça densifie le line-up de lancement, pour le line-up à long terme, avec une nouvelle licence qu'on peut ressortir tous les 2-3 ans. Pour Nintendo, ça permet d'avoir un line-up dans la vie de la console, parce que ça sera une exclusivité Switch qui est intéressante. En plus, les lapins crétins, c'est un univers assez enfantin, donc qui correspond assez bien à la vision de Nintendo, avec pas trop d'agressivité, ce genre de choses. Donc ça, c'est très très intéressant. Après, il y a autre chose qui est aussi une très bonne chose, surtout au point de vue stratégique, c'est qu'ils nous ont annoncé Avatar. Ce qui est intéressant dans Avatar, c'est encore une fois, il y a une vision un peu de jeu d'aventure, un peu comme un Assassin's Creed, ce genre de choses. Et en début d'année, je vous expliquais que ce qui était très très intéressant, c'était que Disney avait signé avec Ubisoft pour faire un Star Wars dans ce style, c'est-à-dire dans le style jeu d'aventure, ce genre de choses, et que
Disney était allé voir Ubisoft en disant vous faites des super Assassin's Creed, faites-nous un truc sur la licence Star Wars. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Disney a réitéré la proposition. C'est-à-dire qu'ils détiennent depuis 2019 20 Century Fox qui détient la licence Avatar, y compris les droits gaming d'Avatar. Et ils ont été voir Ubisoft pour aller faire un jeu Avatar avec de l'aventure, ce genre de choses. Donc ça c'est intéressant parce que ça montre que un gestionnaire de licence majeure comme Disney voit vraiment le talent et la manière de faire d'un Ubisoft. Et ça c'est vraiment quelque chose de très très intéressant parce que vous pouvez vous dire que chez Disney il y a d'autres licences phares et que peut-être à chaque licence phare Disney va se dire ah bah je vais plutôt aller vers tel jeu, tel créateur de jeu si je veux que le jeu soit comme ça ou plutôt comme ça, ce genre de choses, et donc va disperser un peu ses licences partout, et ça veut dire que vous avez des opportunités d'acquérir des nouvelles licences pour Ubisoft. Après encore une fois vous avez le problème, hein, c'est que la licence à la fin elle appartient à Disney, et il suffit que Disney se fasse racheter ou que Disney décide de la vendre ou que Disney décide de la créer lui-même, hein, c'est-à-dire de créer son propre studio de jeux vidéo et d'y aller lui-même, et puis c'est marron carotte pour Ubisoft. Mais c'est quand même une très très bonne nouvelle pour Ubisoft parce que là encore ça densifie le line-up. Après il y a des choses un peu dommages, vous n'avez pas eu de news de Skull and Bones, vous n'avez pas eu de news de BGE2, de Beyond Goods and Evil, pardon, BGE3, Beyond Goods and Evil 3. Donc c'est dommage parce que ce qu'on reprochait à Ubisoft justement c'était que ces jeux là ils étaient un peu, on savait pas s'ils allaient sortir en temps et en heure, ils avaient été repoussés, on n'avait plus trop de nouvelles, et pour l'investisseur c'est un peu dommage parce que si on avait eu ne serait-ce que je sais pas une communication en nous montrant un peu les avancements, ce genre de choses, voilà, ça aurait peut-être un peu aidé, mais ça n'a pas été le cas. Donc ça c'est le petit point noir. Après encore une fois ils ont fait quand même un très très gros forward sur cette année Nintendo avec beaucoup Ubisoft pardon, avec beaucoup d'annonces, et c'est une chose à remarquer. Après vous avez eu Square Enix. Donc Square Enix, ils ont annoncé les Gardiens de la Galaxie en mode action-aventure. Donc là, encore une fois, ça vous montre que Disney s'ouvre à tous les éditeurs, hein, parce que là où avant ils étaient vraiment plutôt avec EA, bah, vous voyez ils commencent à faire des jeux avec comment s'appelle, avec Ubisoft, et qu'ils en font aussi avec Square Enix. Moi, avec Square Enix, c'est un peu plus vieux, mais avant, ils faisaient surtout des jeux de combat, voilà, comme ils ont fait avec Avenger. Et là, c'est un jeu d'action-aventure, donc c'est intéressant parce que ça montre vraiment qu'ils sont prêts à aller sur d'autres supports chez, euh, chez Disney, sur d'autres styles de jeux, et qui sont prêts à faire confiance à Square Enix sur d'autres styles de jeux, et donc ça c'est vraiment très très intéressant. La sortie elle est prévue 26 octobre 2021 pour les Gardiens de la Galaxie, donc on verra un peu comment ça se vend. Vous avez eu la même chose, hein. Je vous ai expliqué ce principe de on essaye de développer une licence. Bon bah depuis quelques années il y a une licence qui avait été rachetée à Eidos, qui est un studio canadien qui a été racheté par Square Enix il y a quelques années. Et la licence c'était Hitman, qui est une licence qui a déjà eu des films, ce genre de choses. Mais c'est une licence qui était un peu abandonnée, qui depuis 3-4 ans, Square l'a relancé de façon un peu plus importante. Et là, on commence à voir un peu ce que je vous ai expliqué avec The Division et tout ça. C'est la volonté d'aller mettre la licence sur plusieurs supports. Et donc là, ils font Hitman Sniper, qui est un jeu mobile. Et voilà, il y a des rumeurs aussi de nouveaux films Hitman. Donc ça c'est intéressant, ça vous montre vraiment encore une fois cette volonté quand vous détenez une licence d'aller la mettre partout. Ils en ont profité aussi pour annoncer une nouvelle gamme de statuettes, hein, au Japon. Donc ça c'est intéressant aussi parce que je vous l'avais montré quand on avait regardé les slides de revenus de Square Enix au Q1. Je vous avais montré cette capacité aussi qu'il y avait de créer du revenu sur les objets collector, ce genre de choses, et que c'était très fortement margé. Donc plus la licence va devenir connue, plus la licence va être mise en avant, plus après vous êtes un peu comme sur Star Wars, ce genre de choses, et vous avez une capacité de créer de la valeur assez importante sur votre licence.
sur des ventes de peluches, sur des ventes de statuettes, ce genre de choses. Et c'est non négligeable à la fin, hein, parce que sur quelques années, vous allez vous retrouver avec des cash flows qui sont assez importants sur ce genre d'activité, hein, de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc c'est pas négligeable. Si vous dites que par exemple tout le cash flow que vous faites de ces business units sur le collector, donc qui nécessite assez peu d'investissement parce que le nombre de clients est assez limité, vous les connaissez assez bien, vous êtes sur des objets de qualité en petite quantité, ce genre de choses, vous pouvez vous dire, vous allez mettre tout le cash que vous gagnez sur ces business units en rachat d'actions, tout de suite ça a une importance assez considérable. Donc ça c'est assez intéressant, hein. Autre poussée sur le mobile, ils ont décidé de rééditer les anciens Final Fantasy. Ils vont être réédités sur mobile aussi. Donc ça c'est intéressant, ça vous montre aussi tout l'intérêt des éditeurs maintenant pour le mobile, hein, que ça soit Square Enix, que ça soit Take-Two, ce genre de choses. Je vous ai expliqué que le mobile devenait vraiment quelque chose de très très important et que un nouveau support de bataille pour les top studios mondiaux, c'était ça, c'était le mobile. Là où pendant longtemps, ils avaient considéré un peu le mobile comme quelque chose de, voilà, pas comme un vrai support ou ce genre de choses. Vous avez de plus en plus de top studios qui amènent des top licences sur mobile et qui vont se combattre sur mobile pour essayer d'aller capturer de la valeur. Vous avez eu Babylon Fall aussi, qui est le nouveau AAA de Square Enix. Alors là, il n'y a pas eu beaucoup d'infos nouvelles, hein. C'est un action RPG. Pour Square Enix, encore une fois, sur Babylon, c'est intéressant parce que c'est un jeu qui va pouvoir, qui est une nouvelle IP. Donc si ça marche bien, c'est quelque chose qui va pouvoir densifier le line-up de jeux de Square Enix à très long terme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant, hein. Il faudra voir au lancement comment ça marche ou pas. Voilà. Vous avez eu les nouveautés Life is Strange, donc avec le nouveau Life is Strange Color, et la réédition du Remaster Collection de Life is Strange normal. Donc ça c'est intéressant pour le studio français Dontnod, hein, parce que la réédition va permettre de faire un peu de chiffre d'affaires. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Pour True Color, c'est pas édité, enfin c'est pas développé par Dontnod, donc c'est un peu différent. Donc voilà. Et vous avez eu l'annonce du prochain Final Fantasy, Stranger of Paradise. Donc bah, ça c'est pareil, hein, c'est un très très gros titre. Donc il n'y a pas eu beaucoup plus d'infos, mais ça c'est future grosse, c'est la grosse licence de Square Enix. Donc ça serait intéressant de voir un peu ce qu'il y a. Ça serait intéressant aussi de voir si Microsoft va pas leur proposer un gros coup en disant pour pousser la console Xbox au Japon, on est prêt à vous acheter la licence pour une exclusivité pour plusieurs centaines de millions, ce genre de choses. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place, donc on va voir un peu comment ça se passe. Mais il faut faire très attention à ce nouvel opus. On passe aux ventes consoles, donc c'est la saison 20, hein. Donc vous avez en hausse la PS5 avec 256 000, la Xbox série en hausse avec 119 000. Bon bah là comme je vous l'ai dit la semaine dernière, hein, la semaine dernière on était à peu près sur 2 PS5 vendus pour une Xbox, même un peu en dessous, et là on repasse devant au-dessus de 2 PS5 vendus pour une Xbox. C'est pas bon, hein. Le but c'est toujours comme je vous l'ai dit d'être juste à 2 ou légèrement en dessous, ce qui serait mieux pour Microsoft. Voilà. Au niveau de la Switch ça descend un petit peu, après tout le reste ça descend doucement. Après le line-up de la Switch en ce moment il est quand même assez limité, donc de toute façon je pense que sur l'été la console va doucement voilà, elle va faire le yo-yo entre 300 à mon avis et 350, je pense, peut-être un peu au-dessus, mais il n'y a pas de très très gros lancement là dans les semaines qui viennent qui pourront driver la sortie de la nouvelle console. Après en plus, arrivé en novembre-décembre, il y a la nouvelle version de la Switch qui pourrait faire attendre les gens en se disant je vais peut-être prendre la nouvelle version et je vais peut-être pas en acheter une nouvelle, ce genre de choses, donc ça il faudra faire attention. Donc voilà. On continue. Alors c'est une thèse. Alors
La petite thèse du secteur du gaming, comme je vous l'ai expliqué, c'est que Disney, qui avant était plutôt lié à EA, est en train de s'ouvrir de plus en plus. Et donc, c'est au niveau des licences, Disney serait le faiseur de roi. Pourquoi? Parce que Disney dispose de énormément de licences et vous voyez qu'ils sont prêts à s'ouvrir à tous les studios dans le but de maximiser la valeur de leur licence en allant sur le meilleur capable de faire le jeu qui correspond. Donc c'est-à-dire quand on veut faire un jeu en monde ouvert de type action, bah, on va plutôt vers Ubisoft. Quand on veut faire un jeu de combat, un versus fighting, on va chez Square Enix. Quand on veut faire un jeu un FPS, un first personnel shooter, on va plutôt chez EA, ce genre de choses. Et donc vous voyez qu'il commence à y avoir toute une vision de structuration avec des partenaires chez Disney, donc ça c'est très très intéressant. Ce qui pourrait être intéressant pour un éditeur, c'est s'il arrive à signer une licence globale en disant bah, Disney va venir chez moi pour tous ses jeux, ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Ce qu'il faudra voir aussi, c'est est-ce que Disney prend le parti au bout d'un moment de repartir dans la construction de ses studios internes et donc de capter toute la valeur de ses licences. Le fait qu'ils fassent pas ce choix en ce moment, ça vous montre quand même la complexité du jeu vidéo. Si c'était si simple, ils feraient le choix d'avoir leur propre studio, d'investir dans leur propre studio. S'ils ont été plutôt dans l'acquisition de compétences chez d'autres studios et dans le partage de la valeur avec d'autres studios, c'est parce que justement contrôler la qualité, ce genre de choses, c'est pas si simple à faire. C'est pas si simple à faire. Et des gens qui disposent d'autant de licences, vous n'en avez pas beaucoup. Vous n'en avez plus qu'un seul. Qui est entre guillemets un acteur attaquable, c'est Warner Bros. À travers son pôle gaming qui est pas sorti, qui est pas totalement entré dans le cœur de la fusion Discovery Warner. Et donc en fait il y a certains studios qui sont pas dans la fusion et ça peut être intéressant parce que vous avez des licences comme Harry Potter, ce genre de choses en jeu vidéo, et donc ça peut être la dernière grande cible avec des licences vraiment phares qui reste et qui est pas un acteur spécialiste du jeu vidéo, donc qui est pas un éditeur de premier rang comme Ubisoft, EA, Activision, ce genre de choses, et qui est pas un consolier donc comme Nintendo, Sony ou Microsoft. Donc ça c'est très très intéressant, il faudra suivre un peu la stratégie de Disney dans le jeu vidéo, voir un peu aussi s'ils sont prêts à aller dans le Game Pass de Microsoft ou s'ils préfèrent essayer à terme de créer leur propre Game Pass et d'aller combler le Game Pass télé, série, film, plus un Game Pass jeu vidéo. C'est quelque chose d'intéressant. Donc vraiment la stratégie de Disney dans les années à venir dans le jeu vidéo, c'est une stratégie qui va vraiment à mon avis être très importante pour tous les autres. Parce que ça a le potentiel d'être un faiseur de roi Disney. C'est-à-dire si Disney allait faire un lien avec Microsoft en disant tous nos jeux seraient Game Pass et ils seraient créés par Microsoft, la valorisation et le gain pour Microsoft il serait considérable. Vous pourriez plus du tout avoir de rattrapage. Donc il y a des choses qui peuvent être très très intéressantes là-dedans et il va falloir voir l'évolution un peu. Donc au niveau de Parlons Gaming, vous avez eu chez Warner Bros. Le live, donc il y a eu beaucoup de Back 4 Blood qui est un genre de Left 4 Dead mais en amélioré parce que c'est un joueur versus joueur et pas un joueur versus IA comme l'était Left 4 Dead. Par contre il n'y a pas eu de news sur Harry Potter donc c'est un peu dommage. C'était très condensé, c'était très très rapide, donc c'était vraiment centré sur Back 4 Blood. Il faudra voir aussi si le but de Warner c'est de se vendre ou pas. Ça se discute. Voilà. Chez 505 Games, donc qui est un studio de Digital Bros, sur son RPG phare, il y a un décollage d'un an, donc ça sera pas 2022 mais 2023. Par contre, encore une fois, ça sera un jeu qui sera disponible Day One sur le Game Pass de Microsoft. Donc là encore, vous pouvez vous dire qu'il y a eu un paiement de la part de Microsoft pour sécuriser ça, donc ça c'est très très intéressant. Sur le live de Gearbox, il y avait beaucoup d'extensions, donc d'ajouts dans les jeux vidéo en mode extension payante, ce genre de choses. Et après le gros du live c'était le making of, enfin le behind the scene
du film Borderlands qui est en cours de création. Donc là, ça vous montre encore une fois toute la vision d'Embracer qui est d'amener la création de valeur de la licence aussi bien sur le jeu vidéo que sur les supports externes aux jeux vidéo, c'est-à-dire les séries, les films, les livres, les t-shirts, ce genre de choses. Donc ça, c'est très très intéressant. Sur Devolver, c'est une très très bonne conférence avec beaucoup de jeux indépendants. Vraiment une des toutes meilleures de Devolver depuis des années, parce que Devolver d'habitude c'est quand même une conférence où on s'ennuie un petit peu. Là il y a eu vraiment beaucoup de choses. Elle a fait beaucoup parler et c'est très très intéressant parce qu'en plus ils ont réussi à faire beaucoup parler cette année alors qu'ils sont en train de faire leur IPO qui va sûrement être au-dessus du milliard. Donc c'est quelque chose de très très intéressant et ça vous montre justement qu'on peut créer une très très grosse boîte en éditant des jeux indépendants, hein. Parce que Devolver édite avant tout des jeux indépendants et ça leur permet de créer une société qui vaut un milliard. Donc ça vous montre un peu le potentiel dans l'édition de jeux externes, donc qui reste pour des gens comme typiquement Digital Bros ou Focus Home, ce genre de choses, hein. Et après, une autre nouvelle qu'il y a eu dans la semaine, c'est Netflix qui a annoncé son Netflix Shop. Donc là, c'est des produits dérivés issus des licences Netflix. Donc là, encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, ce que cherchent à faire les gens qui détiennent des licences maintenant, c'est d'aller capter la valeur de la licence sur le plus de supports possible. Donc vous n'allez plus vous contenter de faire des films quand vous avez créé une licence pour un film, mais vous allez faire des films, vous allez faire des t-shirts, ce genre de choses. Et le fait que Netflix aille sur là-dessus et essaye de créer tout un magasin en ligne, c'est une très très bonne chose. Ça vous montre aussi le besoin de Netflix d'aller chercher de la création de valeur un peu ailleurs. C'est-à-dire, bien sûr, c'est un coup de com, mais c'est pas qu'un coup de com. Chez Netflix, ils vous disent qu'ils pourraient faire plusieurs centaines de millions de dollars de ventes là-dessus. Donc si vous faites plusieurs centaines de millions de dollars de ventes là-dessus, au niveau de votre ARPU, donc votre revenu par utilisateur, ça va peser quelques centimes à l'année par utilisateur. Mais quelques centimes à l'année par utilisateur, ça peut très vite faire monter votre bénéfice et vous servir. Donc ça, c'est très très intéressant et ça vous montre vraiment ce besoin de ces détenteurs de contenu d'aller chercher la valeur vraiment sur tous les supports autour de leur contenu. Donc ils ont le contenu au centre et ils vont vraiment aller entourer leur contenu de différentes manières de le monétiser. Et donc ça, c'est très très intéressant, hein. C'est ce qu'on vous demande de faire à Ubisoft ou à ce genre de choses. Et voilà. Donc c'était tout pour ce soir. Je vais laisser la place à vos questions. Comme d'habitude, hein, pour ceux qui veulent le replay parce qu'ils n'ont pas tout compris, pas tout machiné, ce genre de choses, il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous la mets dans le chat. Donc je vous invite à aller vous abonner à la chaîne YouTube, hein. C'est le petit bouton rouge avec marqué abonnement. Ça vous permettra de voir toutes les vidéos. Comme ça, vous n'avez plus l'obligation de les voir dans les 2 semaines sur le Twitch. Sinon, je vous invite aussi à vous abonner au Twitch en appuyant sur le petit bouton follow parce que ça vous permettra d'avoir tous les lives. Donc voilà. Et n'hésitez pas à commenter les vidéos sur YouTube. J'essaye toujours de répondre aux commentaires sur YouTube. Voilà, on va laisser la place à vos questions si vous avez des questions. C'était un peu dense, mais voilà. Mais merci oncle Samuel, on essaye. Après c'est souvent un peu bourratif, mais le but c'est vraiment de vous faire comprendre un peu le jeu vidéo et de vous donner les grandes tendances et d'être un peu plus profond et vraiment que sur l'angle business, donc pas sur l'angle voilà, comme les sites Gameblog, ce genre de choses qui sont des sites qui vont parler aux gamers, voilà, et qui parlent de jeux vidéo pour le gaming. Nous on est plutôt là pour l'investissement, donc c'est mais d'être un peu plus profond que ce que vous allez lire chez Odo ou chez Midcap Partner ou ce genre de choses où les choses sont très condensées, ce qui à mon avis vous permet pas de vous faire une idée dans le temps du secteur. Après ça permet de réfléchir un peu plus vite, mais voilà. Est-ce qu'Ubisoft va respecter enfin son calendrier? Je dirais qu'encore une fois, quand vous investissez dans le monde du gaming, il faut vous dire que c'est du culturel. Donc il y a énormément de retard souvent.
énormément de retard. C'est vraiment c'est ça qui est compliqué dans l'univers du gaming. C'est-à-dire quand quelqu'un vient me voir et me dit quelle est la société qu'il faut que je prenne dans l'univers du gaming, je lui dis bah, je sais pas. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver, parce qu'encore une fois, il y a tellement moyen de planter un jeu vidéo. C'est très très rapide de planter un jeu vidéo. Vous avez des centaines et des centaines de développeurs. Il suffit qu'au niveau RH, vous ayez un manager qui soit mauvais ou un chef de projet qui soit mauvais, et votre jeu il peut prendre 1, 2, 3 ans de retard. Et ça peut vous coûter des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Donc la capacité de créer la valeur et de détruire la valeur dans le monde du jeu vidéo, c'est l'exemple type de l'économie du maintenant. Vous pouvez avoir une création de valeur qui est dingue avec un jeu qui est tout petit, type Among Us, qui a d'ailleurs eu une annonce lors de la conférence Xbox, avec maintenant on pourra jouer à 15, alors que maintenant avant c'était limité à 10. Hein. Donc voilà, mais typiquement Among Us ça n'a pas coûté grand chose, ça a rapporté des dizaines de millions. La valeur créée est dingue, et ça a été fait très rapidement. Typiquement, un autre jeu comme Cyberpunk, ça a coûté des dizaines et des dizaines de millions et c'est plutôt un four pour le moment. Donc, c'est un peu compliqué. La capacité de créer de la valeur et de détruire de la valeur est vraiment très très rapide dans le jeu vidéo. Et entre guillemets, quand vous construisez une mine, vous savez qu'en dessous il y a du minerai. Sinon, vous n'allez pas construire. Vous vous ratez dans la construction pour X ou Y raison. Il reste la valeur du sous-sol minier. Alors après, le pire, c'est personne ne peut l'exploiter parce que c'est devenu trop compliqué. Vous n'aviez pas prévu que la roche, il y a eu un problème, ce genre de choses. Et donc en fait, votre terrain, il vaut rien. Mais généralement, quand vous vous plantez dans l'industrie ou ce genre de choses, vous avez toujours une valeur résiduelle de vos actifs. Quand vous vous plantez dans un jeu vidéo, des fois, c'est vraiment page blanche, quoi. Il n'y a pas de valeur résiduelle de l'actif. Ou alors, c'est très compliqué de le valoriser. Donc, c'est vraiment c'est un très très bon secteur le jeu vidéo. Je pense que c'est un secteur qui a plein d'avenir, mais c'est pas un secteur qui est sûr. Donc ça c'est toujours, je pense que ça restera toujours une des complexités d'approche du secteur du jeu vidéo, c'est qu'on est toujours en risque d'avoir un décalement du calendrier. Et pour moi, si vous voulez vous dérisquer justement de ce risque de décalage de calendrier, c'est la seule solution, c'est quoi? C'est d'avoir plusieurs acteurs dans le secteur. Parce que s'il y en a un qui publie un peu moins bien ou qui a eu un problème, vous êtes compensé par les autres. Et vous allez capter la valeur du secteur. Mais si par exemple vous me dites, dans le secteur du gaming en Europe, il y a plus d'une cinquantaine de titres, quel est le titre qu'il faut avoir pour avoir la meilleure performance? Je suis pas à même de vous le dire. Et ceux qui vont vous le dire, c'est des gens qui auront 90% du temps, s'ils ont eu le pic gagnant, c'est qu'ils ont eu de la chance. Voilà, c'est qu'ils ont eu de la chance. Endor AG qui fait du coup des volants premium. Il y a 10 ans, personne ne vous en parlait, c'était déjà coté. Il y a 5 ans, personne ne vous en parlait, c'était déjà coté. Ça valait quelques euros. Et c'était déjà une boîte ultra premium et tout. Et personne n'en touchait un mot. C'est passé de quelques euros à 120 euros. Et maintenant, tous les analystes que je vois et tous les gens qui s'intéressent au gaming, des fonds et tout, ils me parlent tous de Endor AG. Alors que moi je trouve que Endor c'est très très cher. Après maintenant c'est devenu c'est du LVMH du jeu vidéo. Alors bon, avant LVMH dans le jeu vidéo ça n'existait pas. Maintenant il se trouve que c'est plutôt Hermès d'ailleurs. Avant Hermès dans le jeu vidéo ça n'existait pas. Il se trouve que maintenant Hermès dans le hardware du jeu vidéo ça s'appelle Endor AG. C'est des Allemands. Donc mais qui c'est qui était capable de vous dire il y a 5 ans la pépite à avoir dans le hardware c'était Endor AG? Personne. Et je pense que la plupart des gens, et j'en connais, j'en ai fait partie, j'en ai eu des Endor AG, je ne les ai pas achetés quelques euros, j'ai acheté un peu plus de 15 balles je crois, enfin, voilà. Et je les ai vendus d'ailleurs beaucoup trop tôt. Mais voilà, donc ça vous montre quoi? La plupart des gens avec qui je discutais d'Endor AG et qui étaient convaincus que cette société allait progresser, ils ne savaient pas vous dire s'il fallait mieux avoir du Endor AG ou du Guillemot. Ils vous disaient... Endor AG c'est moins cher que Guillemot, c'est plus premium, c'est... Voilà, il y avait des arguments. Mais ceux qui étaient en all-in sur Endor AG ou qui étaient surpondérés Endor AG, ils ont eu de la chance. Ils ont eu de la chance. Et dans l'investissement, beaucoup de gens qui font des gros coups, ils ont de la chance. La question c'est, est-ce que vous voulez mettre votre argent sur de la chance? Ou est-ce que vous voulez vous assurer de vous dire, ah bah...
peut-être je vais avoir un très gros coup et ça va être de la chance. Alors j'aurais pas fait all-in sur ce très gros coup là, donc je ferai pas 1 million en un seul coup. Mais voilà, j'ai dispersé mon capital sur plusieurs sociétés, que je sais que c'est des bonnes sociétés dans le monde du jeu vidéo. Et puis voilà, je sais que c'est un bon secteur. Et potentiellement, j'ai le futur gros leader du secteur dans mon portefeuille. Mais ceux qui vont vous dire sur... c'est pour ça que tous ceux qui vous disent des portefeuilles ultra concentrés sur des valeurs de croissance... Enfin, moi je veux bien, mais qui c'est qui est peu capable de vous dire quel est le prochain Facebook maintenant? C'est les gens qui achètent en vous disant Palantir c'est le prochain Facebook, machin, c'est. Et ils ont 5 titres dans leur portefeuille. S'ils font de la performance, c'est soit qu'ils font beaucoup de trading, qui sont tout le temps en train d'ajuster, soit qu'ils ont beaucoup de chance. Parce qu'il y a assez peu de chances qu'en prenant 5-10 sociétés, vous soyez à même de définir lesquelles ont le plus de capacité à monter. Ou alors il faut vous dire que votre scope de réflexion, c'est que le marché français. Et vous regardez que les valeurs françaises. Alors oui, vous pouvez faire vous pouvez prendre une ou deux valeurs de gaming et vous dire, parce que de toute façon, il n'y en a pas plus d'une dizaine. Donc c'est assez simple. Mais vous êtes limité par le secteur. Mais... donc voilà. Hein. Donc est-ce qu'ils vont respecter le calendrier? Je suis pas à même de te le dire. Je te dirais que on espère tous, hein. Moi j'espère en tant que gamer, voilà, qu'ils respecteront le calendrier parce que BGE ça m'intéresse, parce que Skull and Bones ça m'intéresse encore, enfin non, un peu moins que BGE quand même. Mais voilà. Voilà. Comment vois-tu la suite de la consolidation du secteur de production et de création de contenu par les géants du numérique comme Amazon avec MGM, Gaumont en France pourrait en profiter selon toi? Mais Gaumont, bien sûr, Gaumont c'est un acteur qui est structurellement un acteur à vendre. C'est beaucoup trop petit, Gaumont. Dans le monde de la création du contenu actuel, qui est un monde où vous allez de plus en plus vers des méga corporations et des gens qui détiennent vraiment la plateforme, le contenu, la capacité de créer des films, ce genre de choses, mais ça vous demande vraiment un effort colossal. Et des acteurs comme Gaumont, ils sont beaucoup trop petits. Ça peut être une très belle prise, par exemple, pour l'alliance TF1 M6. Parce que TF1 M6 plus Gaumont, ça commence à avoir une certaine taille et vous commencez à pouvoir créer des choses contre Amazon et tout. Après, vous avez du mal à combattre Amazon. Typiquement, on l'a vu là, avec le rachat des droits de TV de la Ligue 1 par Amazon. Amazon, il y a 5 ans, personne ne les voyait dans le sport. Aux États-Unis, ils ont commencé à racheter, ils ont raflé Roland-Garros et ils ont réussi à pousser l'État français à faire Roland-Garros le soir. Et à accepter qu'on passe au-delà des limites de 23 heures ou ce genre de choses. Bon, bah, c'est parce qu'ils ont une telle puissance. Et là encore, le but d'Amazon, c'est quoi? C'est pas forcément de rentabiliser l'achat des droits de Roland-Garros, mais c'est de faire en sorte qu'ils vont créer un tel flux de contenu que tous les Français vont s'abonner à Prime. Et donc après, vous avez une telle masse et vous créez tellement de... Vous allez avoir un tel chiffre que du coup, c'est vous qui avez la puissance par rapport à ceux qui détiennent les licences. Parce que dans 10-15 ans, à mon avis, la Ligue de foot, elle aura aucun moyen de pression contre Amazon. Et c'est Amazon qui aura le moyen de dire à la Ligue de foot, bon bah écoutez, avant c'était 700, bah maintenant ça sera 650, avec un variable si on vend des trucs en plus, on veut avoir le droit d'éditer un jeu vidéo, ou d'éditer des jeux de cartes, ce genre de choses, et ils vont pouvoir créer de la valeur comme ça. Donc clairement, tous les acteurs à l'heure actuelle qui détiennent du contenu, c'est des gens qui sont des cibles. Et plus votre contenu il est diversifié, il est intéressant et il a une valeur, plus vous êtes une cible importante. Des gens comme Xilam, pourquoi Xilam, malgré le fait que au niveau du chiffre d'affaires et de la rentabilité, ils n'aient pas présenté quelque chose de très exceptionnel, pourquoi est-ce que Xilam c'est aussi cher? Parce que le contenu derrière vaut excessivement cher. Et donc les gens ils sont pas prêts à vendre ce contenu pour n'importe quel prix. Pourquoi est-ce que Focus a pris de la valeur alors qu'ils ont perdu une licence comme Farming Simulator? C'est encore une fois parce que ce contenu il a de la valeur. Donc tout ça c'est des choses vraiment importantes pour l'investisseur. Le contenu c'est le nerf de la guerre du 21e siècle pour les de la deuxième partie du 21e siècle
pour les acteurs comme Google, Amazon, Microsoft, ce genre de choses, hein. C'est vraiment là sur ça qu'ils vont se battre. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que vous avez vu un groupe comme Media One se faire acheter par Xavier Niel et tout. Si Xavier Niel, Capton et tout, ils ont racheté Media One, c'est parce que le marché valorisait pas Media One et parce que eux, ils savent que Media One vaut beaucoup plus cher. Sinon, s'ils se disaient que le marché valorise pas Media One, mais que c'est pas très grave, ils ne seraient pas enquiquinés à acheter ça. Donc ils l'ont racheté parce que ça a une valeur. Ça a une valeur dingue. Et ils sont en train d'essayer de construire quelque chose. Non, le retournement de situation sur la Ligue 1, c'est pas incroyable. C'est pas du tout incroyable. Le pouvoir, il est chez Amazon. Amazon a beaucoup plus de pouvoir. Et surtout, Amazon a beaucoup plus de potentiel pour la Ligue. Typiquement, vous appelez Canal. Qu'est-ce que vous allez proposer à la Ligue? Vous allez proposer quoi à la Ligue? Vous allez proposer, je te donne X millions d'euros, je vends ma chaîne de sport aux gens et les gens ils peuvent regarder le foot. Vous vous appelez Amazon, mais vous pouvez proposer plein de choses aux clubs de foot. Vous pouvez leur proposer des magasins personnalisés dans Amazon. Vous pouvez leur proposer le fait que quand il y a un but qui est marqué sur Amazon Prime, automatiquement ça met un petit pop-up juste en dessous du but en disant vous voulez acheter le maillot du joueur, cliquez là. Ce genre de choses. Et tout ça, Amazon peut le faire, mais Canal+ peut pas le faire parce qu'ils n'ont pas toute la partie e-commerce derrière. Et donc pour la Ligue, dites-vous bien que la Ligue, quand elle a réfléchi à ça, elle a aussi pris en compte toutes ces perspectives de monétisation. Et Amazon, quand ils sont arrivés face à la Ligue, ils ont mis dans la balance toutes ces perspectives de monétisation. Ils sont pas juste arrivés avec un gros chèque en mode les rois du pétrole, ou comme le faisaient les Chinois ou les Saoudiens pendant un temps, en disant on a le chèque qui est bien plein, prenez votre chèque, donnez-nous la licence et puis nous cassez pas les pieds. Non, non, c'est des gens qui sont intelligents et qui sont venus avec toute une idée de monétisation derrière. Et cette idée, elle est importante. Et surtout, cette idée, elle va rendre dépendants les clubs de foot. Parce que quand vous allez avoir tout l'univers de la vente, et vous avez plein de clubs qui font que quelques millions en vente de maillots, ce genre de choses, donc c'est pas considérable. Donc un acteur comme Amazon peut tout à fait faire ces quelques millions de ventes de maillots très efficacement. Quand tous les clubs auront créé leur boutique sur Amazon, avec Amazon qui pousse le produit quand il y a un but, ce genre de choses et tout, qui reconnaît les fans plus efficacement que le club ou ce genre de choses, même si demain un autre acteur arrive et dit à la Ligue on vous propose 10 ou 15 millions d'euros de plus, les clubs ils diront non, parce qu'on est lié à Amazon, et du coup on est dans la main d'Amazon. Et c'est tout ce que font ces GAFA là, c'est créer tout un écosystème. Et ils arrivent, ils vous donnent un gros chèque, mais à côté ils créent des murailles, et puis quand la muraille est finie, ils vous regardent et vous disent maintenant tu peux plus bouger, donc maintenant c'est moi qui décide. C'est le comportement basique d'un monopoly, de quelqu'un qui construit un monopole. Mais c'est normal. C'est comme ça qu'il faut réfléchir la stratégie. C'est pas de leur faute si les autres c'est des glands et qu'ils ont jamais réfléchi leur stratégie comme ça. Parce que Canal+, ça fait 15 ans qu'ils sont dans le secteur des matchs de foot de la Ligue 1. Ça fait 15 ans que les clubs français ils vendent moins de t-shirts que tous les autres clubs, que les clubs espagnols, que les clubs anglais et tout. Ça fait 15 ans que Canal+ s'en tape, hein. Donc chez Canal+, ils avaient un métronome, c'est-à-dire on achetait les matchs, on vendait un packaging d'abonnement, et puis c'était tout. Quand vous avez un métronome et que vous pensez pas au futur, vous finissez toujours par avoir un mec qui arrive et qui vous dit moi j'ai une meilleure vision que la tienne, et je te nique. Et là c'est ce qui s'est passé. Donc c'est normal. Mais dès que Mediapro est sorti a rendu sa licence, et qu'on a vu Amazon proposer, moi j'étais sûr qu'Amazon il finirait par empocher. Ils avaient peut-être pas les moyens d'empocher les saisons maintenant, parce qu'ils n'avaient pas encore l'architecture développée, ce genre de choses. Mais j'étais quasiment sûr que dans les 3-4 ans qui arrivaient, ils allaient s'installer, et ils allaient s'installer totalement. Et l'avantage aussi, c'est que Amazon il peut dealer avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il peut vous dire je vais deal avec les Anglais, avec les Allemands, avec l'UEFA pour la Coupe d'Europe, ce genre de choses. Et dans 20 ans, tous les matchs ils seront sur Amazon. Et Amazon pourra vous dire par exemple on va lancer Amazon Bet, notre service de casino.
Et donc les mecs comme, je sais pas, mais comme Unibet et tout ça, ils iront à la poubelle parce qu'ils n'auront pas le match en temps réel. Et le fait de pouvoir parier avec le match en temps réel comme ça avec les images, c'est une valeur de dingue. C'est une valeur de dingue. Et tout ça, c'est des choses qui se réfléchissent chez ces GAFA. C'est une vision parce que ils ont cette envie de construire des trucs gigantesques. Or, les Européens, ils ont cette vision, on est dans notre secteur, on reste dans notre secteur. Et la plupart des grands théoriciens de management, quand vous allez les voir en école de commerce ou ce genre de choses, ils vous disent quand vous sortez de votre secteur où vous avez la connaissance, vous rentrez dans un autre secteur et il y a un risque d'échec. Bah oui, il y a un risque d'échec, hein. Mais quand on prend le vélo et qu'on a 5 ans, il y a un risque de se casser la gueule. Bah parfois on se casse la gueule, puis parfois du premier coup on fait du vélo. Bon bah voilà, les GAFA ils ont pas peur de se casser la gueule, donc ils raflent la mise. C'est le jeu, hein. C'est le jeu. Alors attendez, j'en étais où à la question. Et sinon, tu t'es pas trop fait pourrir par email ces derniers jours? Si, mais je dirais que j'accepte la critique. J'ai aucun problème avec la critique. J'ai aucun problème avec la critique. Oncle Samuel, j'ai aucun problème avec la critique. Il y a des fois on réussit des très belles choses, il y a des fois on a des très beaux échecs. Ça fait partie de l'investissement. Moi, je suis pas le mec qui va dire je fais que des coups magiques. Je suis pas le mec qui vous dit qu'on va devenir riche en 6 mois. Ça, c'est pas mon rôle. Tous ceux qui étalent leur performance sur Twitter en ce moment en disant j'ai fait 300%, mon but c'est de faire 300% cette année, ce genre de choses, moi ça m'intéresse pas. C'est pas mon truc, hein. Moi, je suis dans le long terme. Donc voilà, après, bah, des fois on se plante. Des fois on se fait aussi niquer par des managements. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Voilà. Parce que croire que le mec en face de vous, il est tout le temps honnête, c'est quand même assez faux. Donc il faut comprendre aussi que... Et il faut pas être paranoïa. C'est-à-dire que je peux pas non plus, à chaque fois que je vais voir un management, me dire le mec en face de moi, il va me niquer. Et partir avec un a priori négatif. Sinon, je fais jamais rien de ma vie. À chaque fois que je vois un mec, que je fais un truc, on me propose un truc, je lui dis ah ouais, mais est-ce que tu vas pas me niquer? Et donc on crée jamais rien. Parce que forcément, il faut prendre un risque dans la vie. Donc en investissement, on prend des risques. Quand je vois des managers, je prends des risques. Des fois, j'ai eu raison, des fois, j'ai eu tort. Bon bah là, cette semaine, j'ai eu tort. Donc voilà, je prends mon retour de bâton. Je trouve ça tout à fait normal d'ailleurs que des gens soient énervés, hein. Je vous invite à pas m'insulter parce que je trouve que ça sert à rien, hein. On peut discuter du fait de pourquoi je me suis planté, de pourquoi est-ce que vous aviez vu le truc ou ce genre de choses. Mais voilà. Sinon, dans le portefeuille NTI en Europe, on n'a qu'une valeur sur le gaming, Arthur. Alors oui, mais le problème du portefeuille NTI Europe, c'est encore une fois, et ça c'est ce que je dis à beaucoup de clients qui m'envoient des mails en me disant il commence à y avoir beaucoup de valeur dans le portefeuille NTI Europe. C'est que le but du portefeuille NTI Europe, c'est d'avoir de plus en plus de valeur. Et c'est au bout d'un moment, quand moi il y aura 20 valeurs de mon côté, on commencera à faire tourner les valeurs suivant les potentiels. Mais donc le portefeuille se construit dans le temps, parce que comme en fait c'est un dossier tous les mois, bah, si vous voulez que j'ai un dossier tous les 2 mois, pour moi par contre, parce que c'est un dossier par mois pour Étienne, bah, si je veux arriver à 20 valeurs, ça veut dire qu'il faut qu'il se passe 20 mois. Enfin un peu plus. 24 mois. Donc non, 20 mois, pardon. C'est bien ça, c'est 20 mois. Donc on est au début. On est au début. Comme là, on en a sorti une. Bah forcément, ça relance, ça remet une machine dans la pièce et tout. Donc il y a des choses. Donc je fais des choix. Donc je peux pas vous dire... voilà. Et le fait est que le support est fait pour une valeur par mois. Et pas pour toute une liste de valeurs. C'est comme ça que NewTek Insider a été créé. C'est une société analysée par mois et on va en détail dans la société, dans son marché. Donc mécaniquement, ça demande de faire des choix. Donc sur le gaming, on a fait le choix de Focus Home. C'est un choix qui était plutôt pas mauvais, hein, parce qu'elle avait bien progressé. Bon là, elle a un peu redescendu. Mais bon, comme je vous l'ai dit, là, il y a eu une bonne news sur Plague Tale, parce que ça veut dire que ça va être... c'est une sortie qui est quasiment garantie, ce genre de choses. Donc voilà. Incroyable retournement de situation de la Ligue 1, ça devrait être que le début. Mais bien sûr, ça va donner des encombrés au public pour justifier un infime un démantèlement des GAFA. Mais ici, alors c'est compliqué, parce que imaginons, si demain Amazon dit la Ligue 1, c'est gratuit pour 2 matchs par semaine, et puis si vous voulez tous les matchs, c'est 5 euros. Les gens ils vont dire c'est bien mieux la Ligue 1 sur Amazon que la Ligue 1 chez Canal à 15 balles. Donc le problème des GAFA, c'est qu'on a envie de les découper, mais d'un autre côté, si on les découpe, on détruit du bien-être consommateur.
Donc c'est un peu compliqué. Et en plus, c'est très compliqué de les découper parce que comme c'est des gens qui surinvestissent dans la recherche, dans la création, dans ce genre de choses, vous ne pouvez pas juste vous dire vous allez les découper. Et en plus, c'est d'autant plus compliqué de les découper que comme je vous explique, quand avant vous aviez un industriel pétrolier, vous vouliez découper Total. Vous disiez tel puits appartient à telle compagnie, tel puits appartient à telle compagnie, telle raffinerie appartient à telle compagnie, tel employé à tel employé à tel. C'était facile. Entre guillemets, en 24 heures, autour d'une table, un gouvernement pouvait arriver et pouvait découper une société. Vous découpiez un peu les industries, voilà, telle usine appartient à tel contrat appartient à... Voilà. Sur de la technologie, c'est beaucoup plus complexe. Parce que vous pouvez pas défaire, par exemple, Amazon Vidéo de Amazon le site d'un coup de baguette magique. Et vous pouvez pas défaire Amazon Publicité de Amazon le site d'un coup de baguette magique. C'est tout des trucs qui sont très imbriqués. Et vous avez un risque aussi qu'en désimbriquant des briques, bah, la brique désimbriquée ne vale quasiment plus rien. Ou que la brique désimbriquée, elle a un pouvoir de monopole encore plus puissant. Et ça, c'est globalement, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est même très très compliqué. Il y en a qui vous disent par exemple que YouTube, si c'était soustrait de Google, ça aurait une plus grosse valeur que maintenant. Parce qu'ils auraient une puissance de feu sur la publicité vidéo qui est colossale et ils pourraient aller mettre de la pression aux annonceurs et passer sur des CPM qui seraient encore plus intéressants que les CPM qu'offre AdSense. Et ils pourraient aller plus haut que ça et imposer des tarifs encore plus hauts. Donc c'est vraiment pas simple. Quand quelqu'un arrive et vous dit il n'y a qu'une manière de... La manière de faire, c'est de démanteler les GAFAM. C'est des gens qui n'ont pas mis les mains dans le cambouis. Parce que je pense que c'est très très compliqué. Et je pense que fondamentalement, et c'est triste de le dire parce que l'Europe a pas ses GAFAM, mais je pense que le seul moyen de les démanteler, c'est dans le temps. C'est d'y aller étape par étape. Et donc ça demande une stabilité politique très importante, ça demande qu'on se donne énormément de temps, qu'on fasse les choses étape par étape, que tout le monde au niveau mondial soit d'accord. Donc là, vous exposez à un risque, c'est-à-dire si les Américains décident de démanteler Facebook, Amazon et tout, bah ouais, mais que vont faire les Chinois? Est-ce qu'ils vont le faire? Mais on en parlera en détail. J'ai écrit un article qui sortira bientôt dans Opportunité Techno où je parle justement de ça, des dernières choses qui se sont passées au Congrès américain. Et moi, je pense plutôt que ce que le Congrès est en train d'essayer de faire, c'est plutôt de limiter la possibilité de futurs monopoles et de futurs GAFAM. Mais pas de démanteler ceux qui sont déjà là. C'est de limiter l'apparition de prochains. Et d'essayer de contraindre ceux qui sont déjà là à leur taille actuelle et à leur marché actuel. Mais après, ils vont pas essayer de les découper. Ils vont juste lentement essayer de les faire mourir avec le temps, avec les changements de technologie, ce genre de choses. En espérant que d'autres arrivent et les dépassent. Voilà. Canal Plus était quasiment signé. Il arrive sur la prochaine période de diffusion. Hein, ouais. Tu penses que les droits des autres championnats... Bah, le but d'Amazon, c'est ça. Le but d'Amazon, c'est d'aller consolider les droits partout. Et c'est d'aller après aller offrir des services externes. Donc, comme je te dis, Amazon Bet, ce genre de choses, des casinos en ligne, ce genre de choses. Et là, la puissance, elle est dingue. La capacité à créer de la valeur, elle est dingue. Et la capacité à créer des choses, elle est vraiment très très importante. Hein. Gros problème antitrust en vue si Amazon concentre absolument tous les sports. Quel sera le concurrent d'Amazon? Bah, je dirais que le problème, c'est que les concurrents d'Amazon, ils s'appellent Sky, ils s'appellent Canal+, ils s'appellent Eurosport, ce genre de choses. Disney a un concurrent qui est un concurrent de taille aux États-Unis qui s'appelle ESPN, qui est un peu présent en Europe à travers certaines chaînes, mais qui est plutôt un concurrent américain. Mais de toute façon, si vous voulez avoir un concurrent d'Amazon, vous êtes obligé d'aller dans la concentration. Donc ce qui va se passer, c'est que des gens comme ESPN, ils vont être obligés de s'allier avec Sky, qui va être obligé de s'allier avec Canal+. Donc de toute façon, les méga fusions d'acteurs
dans une position défensive, elles sont rendues obligatoires par ces GAFA. C'est pour ça que pendant longtemps, TF1 et M6, qui ne sont jamais vraiment fusionnés ensemble, qui ont toujours été... voilà, alors que moi, ça fait des années que je dis que c'est des acteurs qui devraient fusionner, ils ont commencé à lancer ce chantier. Et c'est pour ça que dans le groupe Bouygues, vous commencez à voir certaines personnes qui vous disent il faut absolument qu'on consolide TF1 au niveau mondial, donc avec les Allemands de ProSiebenSat, ce genre de choses, et qu'on arrive à créer une télévision pan-européenne pour avoir vraiment une emprise versus Amazon et ces gens-là. Et donc vous êtes obligé de tout de suite être dans la taille beaucoup plus importante. Vous ne pouvez plus vous permettre d'une petite PME, d'une petite société d'assez grande taille comme Next Radio TV qui fait quelques milliers d'employés et qui a quelques chaînes en France. Les acteurs comme Energy, c'est-à-dire les acteurs ultra locaux qui pèsent quelques centaines de millions, à très long terme, ils ont assez peu de valeur. Ils ont assez peu de valeur. Leur valeur, c'est la valeur que va leur donner leur concurrent quand il va les racheter pour obtenir de la taille. Mais on est dans un business où vous allez aller de plus en plus dans la taille. Pascalou, je suis très content. Très content. Et ben, je te remercie d'être là. Et puis voilà. L'Europe est en voie de vassalisation parce qu'on n'a pas été capable de créer des géants technologiques. Dommage. C'est pas trop une question que de géants technologiques. C'est une question qu'on a une sainte horreur de la fusion. Donc en fait, on a des acteurs qui sont globalement trop petits et à qui on laisse pas assez de marge pour fusionner. Donc du coup, ils sont tout le temps en train d'acheter des acteurs, de les spin-off, d'en racheter d'autres, de se découper, de machiner. Et donc en fait, ils n'obtiennent pas cette taille globale qui leur permet de passer l'étape d'après. Vous en avez quelques-uns des acteurs qui ont cette taille. Vous avez vous avez Saab, vous avez Prosus, qui ont une diversité de supports, et tout ça. Et encore, c'est vraiment des que ça soit USAP ou Prosus, c'est quand même des acteurs qui sont au tout début de leur vie. C'est pas des acteurs aussi matures que les GAFA américains. Donc voilà, mais clairement, si par exemple en France, l'autorité de la concurrence dit non à la fusion TF1-M6, ça sera une des grosses erreurs. Parce que la seule solution d'avoir un contrepoids à Amazon dans le temps, c'est d'avoir la fusion TF1-M6. Et vous pouvez, en fait, le problème de l'Europe, c'est qu'on pense les règles d'anti-concurrence au niveau local. Or, en fait, comme on est un monde qui s'est internationalisé, là où dans les années 1980, 1990, on pouvait penser la concurrence au niveau local, maintenant, il faut absolument penser la concurrence au niveau mondial. Parce qu'un acteur qui a 20% de part de marché sur tous les marchés de la planète, il a beaucoup plus de puissance qu'un acteur qui a 80% de part de marché en France, mais qui est que en France. Et il a la capacité d'arriver en France et d'aller écraser l'acteur qui a 80% de part de marché. Donc vous êtes obligé. Donc voilà. Et si par exemple, on va prendre un exemple encore plus criant, vous avez un acteur comme Amazon qui a 20% de part de marché en France, vous avez deux acteurs qui ont 30% et vous avez les autres qui ont rien. Enfin, qui ont le reste. Et les deux qui ont 30% décident de fusionner. Si la commission ou si l'État français leur dit on n'est pas d'accord pour que vous fusionniez et qu'eux ils sont juste français, bah en fait ils sont morts à long terme. Parce qu'en ayant 30% du marché en France, ils n'ont pas les moyens d'aller se développer et d'aller mettre des sous à fond perdu dans d'autres pays d'Europe. Et d'un autre côté, s'ils fusionnent pas entre eux, ils n'ont pas les moyens de combattre l'acteur qui a 20% dans le marché mondial. Parce que lui, il peut se permettre de perdre de l'argent en France parce qu'il gagne de l'argent ailleurs. Donc voilà. Donc ça, c'est compliqué. Mais vraiment, ça serait un très très mauvais signal pour les investisseurs français si l'autorité de la concurrence disait non à la fusion TF1-M6. Ça serait vraiment un très très mauvais signal. Que penses-tu de la société Atem? C'est une belle société qui est dans la galaxie de Xavier Niel un peu et qui a fait une fusion, enfin qui a racheté Anevia, qui a fait un peu de build-up, mais ils sont encore assez tôt dans leur software as a service, je crois. Donc il faudra voir. Mais c'est une belle valeur. C'est une belle valeur. Après, ça fait longtemps que j'ai pas étudié en détail l'attraction commerciale et tout. Généralement, je regarde les annuels et les résultats trimestriels.
Et si rien m'a tapé dans l'œil, je j'étudie pas, enfin je rouvre pas le dossier. Je sais que j'ai ouvert le dossier il y a 3 ou 4 ans. À l'époque, ça valait pas grand chose. J'en avais pas pris parce que j'avais mieux à faire ailleurs, je crois. Et là, j'ai juste suivi les publications. Et les dernières, en plus, il me semble qu'elles étaient pas tout à fait super bien. Donc voilà, donc il faudra voir. Mais en plus, dans ce secteur de, ce qui est intéressant dans ce secteur-là, dans le secteur d'Athème, c'est que dans le secteur des services aux chaînes de télé, à la diffusion sur IP, ce genre de choses, il y a vraiment beaucoup de micro-acteurs. Donc il y a beaucoup de consolidation à faire dans tous les acteurs qui font de l'assistance aussi de réseaux de télévision pour les hôpitaux, ce genre de choses. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs, hein. Mais il me semble qu'au niveau du chiffre d'affaires, il y avait eu une couille cette année ou l'année dernière, un truc comme ça. Donc je regarderai les trimestriels de la prochaine fois. Après, je regarde de temps en temps les tractions commerciales sur LinkedIn, ce genre de choses, mais j'ai pas dû trouver qu'il y ait des trucs oufissimes parce que quand j'ouvre mon dossier des valeurs à suivre en ce moment, elle y est pas dedans. Donc c'est qu'il n'y a pas dû avoir de grosses tractions, j'ai pas dû identifier de grosses tractions commerciales récemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va aller manger. Miam miam miam. Touk 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 touk. Bon, je vous laisse encore 1 ou 2 minutes pour les questions, s'il y en a qui sont en train de les écrire, puis sinon vous les enverrez par mail. Bah, toujours. Vous savez, moi je suis pas. Je vous fais pas rêver avec la Lamborghini, ce genre de choses. C'est pas mon but. Mon but, c'est pour qu'on progresse ensemble, qu'on parle de sujets qui sont intéressants, de stratégie d'entreprise, de ce genre de choses. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'on devient vraiment riche, hein, en plus, hein. C'est voilà. Vous devenez pas riche en faisant du trading ou ce genre de choses. Enfin, ce que vous vend Internet, c'est c'est un peu du vent. Donc moi, voilà, je suis pas dans là-dedans. Et en n'étant pas là-dedans, du coup, j'accepte quand je me plante voilà, de, de vous donner, enfin, d'être engueulé, ce genre de choses et tout. Et donc ça me dérange pas. Donc oui, l'honnêteté, c'est toujours le truc le plus important, je trouve. Et je trouve que dans ce milieu, il y en a beaucoup qui sont pas assez honnêtes, hein. Donc ça, c'est un petit problème. Mais on refera pas le monde, hein. Il y en a plein qui sont comme ça. Voilà. Tu as réfléchi au nouveau format. Je sais pas ce que tu veux dire, Altico. Au nouveau format, le nouveau service qu'on sort au début d'année, c'est ça? Ou au nouveau format de vidéo? Parce que je me disais peut-être un format aussi sur les IPO. Qu'est-ce que je pense des IPO, ce genre de choses en format vidéo sur Twitch et tout, avec l'étude du dossier en direct et tout. Je sais pas. J'ai- Après, dites-moi s'il y a des choses qui vous intéressent en nouveau format vidéo, en plus de l'hebdo de l'investisseur gaming. S'il y a d'autres choses qui vous intéressent. En début d'année, c'est sûr qu'on fera un truc sur la tech. Donc sur les nouveautés technologiques, donc qu'est-ce qui s'est passé, voilà, les réacteurs à fusion, ce genre de choses, toutes les dernières innovations, mais vraiment plus ciblé bourse, mais ciblé vraiment technologie de rupture, donc véhicules connectés, ce genre de choses, et pas forcément assise sur une entreprise en particulier, hein. Pas forcément véhicules connectés, on va voir ce que Navia a fait ou ce genre de choses. Non, non, c'est les progrès qu'il y a eu dans les véhicules connectés au global, ce genre de choses. En mode un peu comme le journal, mais ciblé vraiment technologie. Donc ça, c'est sûr qu'on le fera à la rentrée sur la tech, sur les technologies de rupture un peu, voilà, ce qui se passe, voilà. Peut-être des choses sur les cryptos aussi, j'y réfléchis. Le problème des cryptos, c'est que c'est complexe. C'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps à étudier. Et d'un autre côté, il faut pas que ça enlève de la valeur au premium qui va sortir au début d'année, au nouveau service. Donc c'est un peu... donc ça, j'y réfléchis aussi, hein. Mais si tu as des idées
ou s'il y a des choses que tu veux, ou des sociétés que tu veux dont on parle, ou si tu veux qu'on parle de macro, ce genre de choses, évidemment on peut le faire. Voilà, moi je vous ai toujours dit, hein, il y a le mail à la fin des slides, donc je vous le redonne encore une fois, c'est pardon, la-rédaction tech publication agora.fr. Je vous le mets dans le chat. Et si vous avez voilà, des choses qui vous intéressent, des vidéos que vous voudriez voir, voilà, on pourrait en parler. Oui, faire des vidéos sur des sociétés qui ont fait des stratégies. Alors après, ça c'est plus souvent dans les articles en papier, mais c'est vrai qu'on pourrait le faire. On pourrait par exemple faire une vidéo sur les stratégies d'acquisition de Snapchat. On le fera peut-être. Quand l'article sera sorti, peut-être que je ferai en plus une vidéo là-dessus pour voir un peu. Donc on va réfléchir à ça. Mais voilà, t'as l'air de vouloir des choses, Altico. Donc franchement, n'hésite pas à écrire un mail à la-rédaction-tech@publication Agora là. Tu m'envoies tes idées. Tu me dis, moi j'aimerais bien des vidéos sur ça, ça et tout. Je vous répondrai, j'essaie toujours de répondre. Bon, après, des fois, quand c'est juste des félicitations, des choses comme ça, j'envoie juste un merci ou des fois je réponds pas. C'est de ma faute, mais il y en a beaucoup parfois, certaines semaines, des mails. Donc des fois, je réponds pas à tout le monde. Après, quand c'est des critiques ou quand c'est des questions, j'essaye toujours de répondre parce que ça appelle forcément une réponse. Quand c'est des félicitations, j'essaye aussi toujours de répondre, ne serait-ce que pour vous dire merci. Mais il se peut que certains j'oublie, voilà. Sinon, voilà. Sinon, on se retrouve jeudi pour les autres, pour les abonnés du service. Bon, pour ceux qui veulent s'abonner, hein, comme d'habitude, vous avez le lien d'abonnement. Hein, je vous refais pas la retape commerciale. Hein, c'est bon, on a déjà assez fait ça. Donc voilà. Du coup, Altico, j'attends tes propositions par mail. Comme ça, je verrai un peu ce que je peux faire. Je vous souhaite une très très bonne soirée. J'étais très content d'être avec vous. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour les suites de l'E3. Et voilà, on fera la suite de l'E3 la semaine prochaine. Voilà, voilà. Ciao.